Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Greg Gothelf, alias Gregot. Avec Greg, on se connaît depuis plus de 10 ans, d'où nos familiarités. Venant de se faire poser une prothèse de hanche à 45 ans, j'avais de nombreuses questions à lui poser sur la longévité et notamment sur sa nouvelle manière de voir l'entraînement. J'espère que cela vous donnera des pistes de réflexion afin de durer. Bonne écoute. Salut Greg, comment ça va depuis tout ce temps? Eh ben écoute, ça va pas mal, hein. On s'est pas parlé depuis je pense au moins 5 ans, un truc comme ça, hein. Putain, ça veut dire 5 ans, ça va vite parce que moi je me souviens que tu avais lancé ton podcast Parole avec Gregot qui était un super podcast. Donc les épisodes je pense sont toujours en ligne et franchement ils étaient super tes podcasts, j'avais tout écouté, des longues interviews, tout ça, c'était vraiment super. Puis après on avait collaboré un petit peu ensemble pour que tu vois comment je fonctionnais en termes de coaching. Je crois qu'on avait fait 6 mois ensemble. Et puis Ouais. depuis, t'avais pas continué vraiment ton podcast. Ouais, il y a des choses comme ça, moi, que j'aime, enfin, que je lance et parfois après, c'est pas que j'en avais marre, mais ça prenait quand même pas mal de temps. Et bon, il y a eu le Covid qui est venu dans tout ça, mais moi mon modèle, c'est Joe Rogan, tu vois, donc effectivement des discussions très ouvertes, hyper longues et tout, et en présentiel, tu vois. Et j'étais certain que de faire à distance, j'allais y perdre quelque chose. Et c'est vrai que j'ai fait, en plus j'ai déménagé à Bordeaux, mais il y a eu le Covid, tout ça, donc j'ai testé à distance. C'est cool, mais je connecte quand même moins avec les invités, tu vois, je trouve. Quand on se connaît pas avant et tout. Ouais, c'est très très différent. Moi, ce qui fait que dans le podcast qu'on fait, donc qui est sur les secrets du sport, ce qui fonctionne bien, c'est que je fais beaucoup de recherches. Comme j'interviewe que des gars que je connais ou des filles avec qui j'ai envie de parler, je fais tellement de recherches qu'à chaque fois ils sont un peu ils me disent tout ça, on a une impression d'être dans un fauteuil. Tu nous as déroulé le plan et je dis bah ouais parce qu'en fait j'avais des questions. Ouais. Ouais, ben alors moi je suis vraiment à l'opposé. Alors souvent j'envoie quand même un petit questionnaire à mes invités et tout, mais j'aime bien me laisser guider et surprendre un peu pour voir où va aller la conversation Bien sûr. et pas toujours trop en savoir pour vraiment réagir. Voilà, quand je suis surpris ou j'ai une question, c'est parce qu'il a dit un truc et je m'attendais pas à ce qu'il dise ça ou voilà. Donc c'est deux approches très différentes et c'est peut-être un peu de fainéantise aussi de ma part de pas avoir à préparer les podcasts. C'est moins de travail. Mais Ouais, ouais, après c'est deux visions un peu différentes aussi. Moi, j'aime bien, sans doute comme toi, j'ai un temps qui est un peu limité. Et donc, comme il y a plein de choses que je veux faire, je suis obligé de pas millimétrer, mais d'être hyper organisé. Et donc, forcément, je vais directement là où je veux en venir. Et donc, ce qui fait que les podcasts durent en général une petite heure. Et c'est déjà pas mal, parce que quand ça dure 2 3 heures, moi, j'avoue que personnellement, j'ai du mal à écouter. Alors, j'ai écouté les tiens, mais ils n'étaient pas tous aussi longs, il y en avait des plus courts. ouais. Mais c'est vrai que si c'est 3 heures par semaine, chaque semaine, au bout d'un moment, tu décroches, quoi. Ouais, bah après, ouais, moi souvent les podcasts longs, je les écoute vraiment. Des fois, ça me prend une semaine de les écouter, hein, mais là, j'ai moins de facilité à écouter les podcasts qu'avant parce que je les écoutais beaucoup sur des trajets, tout ça. Alors, j'avais pas beaucoup de trajets, mais j'ai moins de trajets qu'avant. Du coup, ouais, je les écoute, j'écoute un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, mais quand t'as un truc de 2h30, 3 heures, bon, bah, ça met du temps, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien faire des podcasts longs parce que je trouve que tu passes un vrai moment avec la personne et tu as le temps d'aller vraiment au fond des sujets, tout ça. Et il y a des fois, en fait, je cherche pas à faire long pour faire long. Quand ça s'y prête, bah c'est long. Quand c'est court, écoute, voilà, Bah, c'est tu le qu'on mets a fait pas, le quoi. tour. Non, mais en plus là, j'en ai plusieurs. J'ai repris un peu et j'en ai tourné. J'ai une période, où j'en ai tourné genre 15 à la suite presque. Je mets une plombe à les publier. Là, j'en ai peut-être 7 ou 8 de près. Ça fait 6 mois qu'ils sont tournés, quoi. Et voilà, tu veux pas occuper les gens, quoi, je comprends. Ouais, bah oui. Bon,
Là, tu dis que tu étais à Bordeaux, donc j'ai suivi un petit peu de loin. Moi, je me souviens que quand on s'est laissé, tu étais sur Paris. Tu avais une salle de sport de combat, on peut dire, sur Paris. Est-ce Ouais, que tu l'as toujours? ouais, ouais, je la gère à distance. Donc j'ai encore un peu le déclic Covid. Si tu veux, m- moi j'aimais toujours donner des cours, tout ça, mais de temps en temps avec ma femme, on disait ah tiens, si on, je sais pas, on avait aimé aller à Bali avant que ce soit l'endroit des influenceurs, mais on y avait été 2 fois et on trouvait ça cool. On nous disait tiens, si on voulait déménager un jour là ou changer d'endroit, aller à un endroit où il fait plus beau et tout. Et tout le temps je me disais bah non, moi j'ai mon club, je peux pas laisser mon club, c'est pas possible, tu vois. Puis bah, Ouais. le Covid est passé par là bah, j'ai développé encore plus qu'avant mon business en ligne. Et après, j'ai vu en fait bah, qu'en mettant en place des systèmes, tout était possible. Personne est irremplaçable. Ça a été un gros changement, pas facile. Je l'ai voulu, mais pas facile à vivre quand même, et pas facile à annoncer. Parce que j'avais des élèves qui étaient là depuis l'ouverture de mon club, donc ça faisait 20 ans, quoi. Donc, bah, tu laisses les gens, quoi. Tu as quand même ce sentiment un peu d'abandonner les gens, donc tu peux pas te défaire, tu vois. Donc, c'est pas facile. Mais justement, ouais, tu disais, c'est un club de sport de combat. En fait, ça s'organisait un peu avec des cours toute la journée sur différentes thématiques. Donc, toi, de mémoire, c'était le Wing Chun que tu faisais surtout. Wing Chun et la boxe pied-point et du kickboxing aussi. Pas mal de kickboxing, ouais. Mais il y avait des cours de tous les sports de combat ou presque. Enfin, je suis pas Ouais. spécialiste, mais c'était un peu ça. Donc, en fait, c'était un peu les salles de muscu avant l'heure, mais pour les sports de combat. Parce que ta salle, comme tu Mhm. l'as dit, ça, elle a 15-20 ans. Donc, Ouais. c'était un peu le précurseur, on va dire. Et je sais même pas s'il y a d'autres clubs qui existent comme ça maintenant. Si, ouais, ça se fait hein, maintenant. Moi, j'ai ouvert en 2002, donc à l'époque, des clubs privés qui n'étaient pas des clubs municipaux. En France, il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois, je pense sur toute la France, il y en avait, bon, je pense, entre 5 et 10, tu vois. Parce que déjà, à Paris, il n'y en avait pas beaucoup et c'est là où il y en avait le plus. Mais c'était un modèle, c'est un modèle qui tend à évoluer. Là, tu vois, j'ouvre un nouveau club à Bordeaux, je fais une nouvelle marque, un nouveau nom et tout. C'est Comment ça encore, va s'appeler alors? Dis-nous tout. ça s'appelle Noros. Neuros, qu'est-ce que ça Ouais. signifie? Ça signifie rien du tout. Je voulais un nom court, facile, catchy. Et en fait, bah, j'ai 2 filles, Noémie et Rose. Donc c'est No Rose. Voilà, c'est Noémie et Rose. Voilà. Et là, c'est encore un peu un concept différent. C'est plus sport de combat, mais il va y avoir de la prépa physique, du bien-être. Des Ah, cours, un peu comme je caricature un peu, mais un UFC Center, quoi. ouais, ça un peu comme les UFC Gym et tout ça. Dans cet esprit-là, des cours au sac de frappe, des cours collectifs, tout ça. Donc voilà, c'est un peu hybride. Mais voilà, j'avais envie de faire. Ça me permet de faire des choses différentes. Et puis, bah, moi, c'est ce qui me motive aussi, de changer, créer des nouvelles choses, quoi. Ben, alors, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure sur ta salle à Paris. Tu avais l'impression d'être un peu prisonnier de ta salle pendant une vingtaine d'années. Et c'est vrai que je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent, et peut-être de plus en plus, parce que je sais pas si tu as vu, je viens de lancer mon CQP pour former les futurs coachs. Et donc, on a beaucoup leur rêve, parce qu'ils font de la muscu ou des sports de combat, c'est d'ouvrir leur propre salle. Et ils se rendent pas compte un peu de la prison Mm. qu'on serait. Donc, là, tu crées un truc à Bordeaux. Tu vas bien évidemment bosser dedans, j'imagine. Est-ce que tu te recrées pas une prison? Non, parce que là, je donne quelques cours. Il va y avoir 60 heures de cours par semaine et je vais en donner 4. Ah, Et je le fais pour le plaisir, en fait. Et surtout, en fait, là, ce nouveau club, cette nouvelle marque, je la monte vraiment pour en ouvrir plusieurs derrière. Donc, tout est fait pour que ça fonctionne sans moi. Ça doit pas reposer sur moi. Tu vois. Par contre, je veux faire, bah, c'est marrant, tu vois, tu parles de formation et tout. C'est un truc, je trouve, qui manque dans les sports de combat, les arts martiaux. On a des diplômes qui nous forment, mais il y a quand même, moi, je reçois beaucoup de messages et puis j'ai eu des milliers d'élèves, donc j'ai eu des milliers d'histoires de personnes de mauvaises expériences dans d'autres clubs. Et tu vois, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, même si c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y en a qui aiment pas ces concepts-là, mais tu vas dans un club de fitness où il y a Les Mills. Bon, bah, t'apprends la méthode Les Mills, les différents concepts, c'est hyper normé et tout. Moi, je vais pas faire un truc aussi normé que ça, mais je veux que les
coachs qui donnent cours dans mon club, ils aient tous une approche pédagogique qui va dans la même direction, une manière d'accueillir, d'interagir avec les élèves, pareil, qui soit en phase avec la philosophie du club, et éviter toutes les histoires, les trucs débiles qui datent de 20, 30, 40 ou 50 ans dans les sports de combat, les arts martiaux, tu vois. Ça me fait sourire parce que on a commencé à peu près en même temps, tu as commencé un peu avant moi dans le business du sport. Et donc là tu parles d'ambition, d'en ouvrir plusieurs, tout ça. T'en as pas assez? T'as pas envie de... Tu vois, tu me parlais de Bali, ou tu vois, tu pourrais continuer tes activités en ligne qui, j'ai vu, se sont énormément développées. Voilà. Est-ce que... d'où te vient encore cette ambition? Pourquoi t'as encore envie de grossir? Je dirais pas que c'est forcément grossir, mais là, depuis que j'avais déménagé à Bordeaux, bon, j'ai eu mes 2 filles, donc ça te change pas mal la vie. Ça te fatigue pas. Moi, ça m'a bien fatigué. Et donc, j'ai fait, je disais à l'époque, là, c'est moins vrai maintenant, mais il y avait la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, et moi, j'avais inventé le mois de 4 heures. Je pense que pendant 2 ans, 2 ans et demi, franchement, ouais, je travaillais 4 heures par mois. Je maintenais le business en ligne. Mon club à Paris, il me prend pas énormément de temps non plus. Tout est en place, tout roule bien et tout ça. Et donc, je sais pas si c'est... Je dirais pas, tu vois, que c'était un burn-out, mais j'avais besoin d'un break après 20 ans à charbonner. Et j'avais plus trop, justement, cette envie de continuer, de grossir et tout ça, quoi. Donc, j'ai eu un break, et là, l'envie est revenue comme ça. C'est aussi une discussion avec ma femme qui, elle, en a un peu marre de son boulot, qui a un très bon boulot, mais qui la motive moins. Et je lui avais déjà dit, franchement, un jour, si tu veux, on ouvre un club ensemble, et puis tu me mets dans le développement, tout ça. Donc voilà, et là, elle a fini par me dire, ah ouais, vas-y. Donc voilà, le projet à moyen terme, là, c'est de développer ça, et le faire en sorte que ça fonctionne suffisamment pour qu'elle puisse arrêter de travailler, venir travailler avec moi sur le développement, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a remotivé. Et à côté, même si c'était ma volonté pour mettre un peu ma priorité sur la vie de famille, être présent pour mes filles, et surtout sur les âges critiques et tout ça, ça me manque le contact du club, des gens, les relations. J'ai testé un peu au final cette vie pas du digital nomade, mais de l'entrepreneur digital, on va dire, solo, tu vois. Bon, au bout d'un moment, c'est pas... C'est long, quoi. Ouais, mais c'est pas très... Enfin, si tu veux, j'avais des choses en tête. Je m'étais dit, bon, voilà, maintenant... parce que même, tu vois, j'avais mon club, mais quand t'es dans ton club, je m'entraînais dedans et tout, mais t'as tout le temps des gens qui vont venir te parler. Alors, c'est sympa et tout, mais tu peux pas faire complètement ce que tu veux. Puis, il y a des cours, donc tu peux pas faire ce que tu veux aux heures que tu veux, tu vois. Donc, je m'étais dit, là, j'ai ma propre dépendance chez moi, avec ma salle d'entraînement, tout ce dont j'ai besoin. Je suis complètement autonome, et je m'étais dit dans ma tête, bon, je vais pouvoir reconsacrer du temps à moi, à ma pratique, essayer de me réparer, machin, tout ça, apprendre des nouvelles choses et tout. Je l'ai fait en partie, mais au bout d'un moment, ouais, moi, j'ai fait ça toute ma vie, que ce soit en tant qu'élève et après en tant que coach, j'étais avec des gens dans des cours collectifs. C'est un truc qui me nourrit au final, et je m'en suis rendu compte. Je le savais, mais je pensais que je pouvais m'en passer. Et en fait, c'est dur pour moi de m'en passer. Non, mais tu dis des trucs super vrais sur le fait de la salle, de côtoyer des gens. T'as beaucoup de personnes, pareil, qui idéalisent un peu le fait d'être à son compte, d'être tout seul, de gérer comme ils veulent. Mais c'est pas... Moi, j'en parle souvent dans Leadercast. C'est un peu le mythe de l'entrepreneur qui est heureux tout le temps, et en fait, tu passes beaucoup de temps tout seul. Mais pareil, c'est un type de personnalité, c'est des habitudes bien particulières. C'est toi qui dois te forcer, entre guillemets, à travailler, parce qu'il n'y a rien qui tombe, quoi. C'est pas comme là, comme tu disais, que tu as ta salle. Les gens viennent te voir facilement, tu vois. C'est comme moi quand je donne des cours ou je suis à ma salle. Pareil, les gens viennent. Donc, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, et c'est beaucoup plus enrichissant, voilà, on va dire ça, épanouissant, que d'être tout seul derrière ton ordinateur à faire que du digital, quoi. Mais oui. Donc, non, puis c'est vrai que, tu vois, en vieillissant, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est longévité et tout ça. Et tu as une des dimensions qui revient, en fait, souvent, à laquelle on pense pas, c'est l'aspect social.
en fait. Tu vois, ça revient, c'est un truc qui revient souvent, c'est que les gens qui vieillissent bien, qui sont heureux en vieillissant, c'est des gens qui sont pas isolés socialement, qui ont des échanges, qui ont un environnement social assez riche, tu vois. Et, euh, et alors voilà, je dis pas que ça me suffit pas d'être avec ma femme et mes filles, mais déjà je suis pas avec elles toute la journée, tu vois. Et oui, la diversité, tu vois, la diversité. Ce que je trouve génial, tu vois, quand t'enseignes, quand t'es dans un club comme ça et tout, c'est cette diversité de personnes auxquelles tu es confronté, tu vois. Et tu vois des gens de tous les niveaux, tous les milieux, toutes les expériences et tout ça. Et c'est hyper enrichissant, tu vois. Alors justement, on va venir au sujet de la longévité parce que j'ai vu ta récente vidéo au moment où on enregistre sur un petit problème entre guillemets qui t'est arrivé. Pour récapituler, si je comprends bien, euh, tu faisais pas de compétition de Wing Chun ou autre, donc Non. tu faisais ça uniquement, on va dire, pour le plaisir et le plaisir de progresser. C'est ça. Après, c'était mon métier. Donc, c'est-à-dire que moi, depuis 2000, c'est mon métier à plein temps. Donc, contrairement à, mais bon, on en parlera après parce que malgré tout, il y a beaucoup de cases quand même. Mais contrairement à la majorité des profs d'arts martiaux, de sport de combat, qui ont un boulot la journée puis qui donnent 2, 3 cours par semaine, moi, je fais ça à plein temps. C'est-à-dire que je donnais, voilà, au moins 20 heures de cours par semaine. Des fois, avec les cours particuliers et tout, ça montait à 30 heures, plus mes entraînements et tout ça. Donc, Donc ça correspond c'est à quoi en termes de volume horaire par jour? Tu faisais 4-5 heures par jour? Tu vois, ouais, entre les souvent, oui. cours et ta pratique à toi? Oui, oui, oui. Ah bah, avec mes cours, ouais, ma pratique à moi, souvent, on va dire les périodes mon rythme de croisière, c'était souvent 2 entraînements par jour. Alors pas forcément des gros entraînements, mais oui, j'avais souvent deux, un entraînement plutôt sac, cardio ou du shadow, mais c'est cardio, mais en fait, c'est la technique aussi. C'est-à-dire que je fais pas juste ça pour le cardio, c'est aussi tu travailles ta technique et tout ça. Et puis, tu as des choses qui te viennent en faisant des séances longues, un peu comme ça. Et puis, un côté plus prépa physique, renforcement, muscu et tout ça, quoi. Et plus les cours dans lesquels où Tu tu es souvent démontres. quand même engagé physiquement aussi, tu vois. Et c'est assez intéressant parce que pareil, moi, on va parler de la longévité, mais en muscu, pareil, je vois souvent des gens qui se forcent à faire des exercices parfois pour lesquels ils sont pas faits parce qu'il faut absolument les faire. Et souvent qui sont dans cette optique plutôt de plaisir, même si on a tous envie de progresser, et qui finissent par se blesser. Euh, et ce que je trouve un peu surprenant avant qu'on parle de ça, c'est que tu as tenu, tu vois, 5, donc tu as tenu 17 ans avant de vraiment te faire mal. Alors, pas exactement. Ce que j'avais eu, en fait, mon erreur, c'est, alors il y a forcément une question de dose, mais il y a une question de, je pense aussi d'anatomie, c'est-à-dire que enfin, j'ai un conflit de hanches et donc moi je suis la génération Van Damme, je voulais absolument faire l'écart comme Jean-Claude Van Damme, tu vois, quand j'étais jeune, Est-ce que et tu je as m'étais réussi? même j'ai quasiment réussi, mais ça m'a coûté une hanche, mais j'ai quasiment réussi. Mais je m'étais même dit dans ma tête, quand j'avais 16, 17 ans, non, tu peux pas devenir prof si tu fais pas le grand écart. Tu vois, c'était genre, c'est inconcevable et tout ça. Donc j'avais été m'entraîner chez le prof de Vandame à Bruxelles, Claude Goetz, où là-bas, j'étais déjà à quoi? J'étais à 5, 10 centimètres du grand écart, tu vois, j'y étais quasiment en fait. Et là-bas, c'est du bourrinage, quoi. C'est des trucs, tu te mets un peu en grenouille sur les genoux, là, accroupi sur les genoux, les pieds contre le mur, et t'as 3 mecs de 80, entre 80 et 100 kilos qui te montent dessus. Boum! Bon, bah là, tu touches directement le sol. Ils te mettent le pied sur la troisième marche d'un escalier en grand écart. Ils te positionnent les genoux, machin, tout ça, et ils appuient pour te mettre t'es en écart, en suspension dans le vide. Bon, voilà, c'est des méthodes extrêmes et ça passe quand t'as l'anatomie pour le faire. Sauf que moi, je l'avais pas. J'ai continué avec ces méthodes-là parce que j'étais convaincu que c'était quelque chose qui, voilà, d'efficace et tout ça. Et en 2005, j'avais vraiment cette sensation d'avoir du sable dans la hanche, tout le temps de la tension. J'étais tout le temps en train de me masser et tout ça. J'avais toujours voilà une bonne souplesse et tout, mais
ça me gênait beaucoup. J'étais faire des examens et j'avais une déchirure du labrum. Donc, c'est Ah ouais, voilà, déjà. le bourrelet cotyloïdien qui entoure la tête du fémur. Et j'avais déjà beaucoup d'arthrose à cette époque-là. T'étais jeune, là, t'avais quel âge? Là, j'avais 27 ans, je crois, 26, Ah 27 ouais. ans. Et il m'avait dit, des deux côtés, vous avez déjà de l'arthrose. Et à l'époque-là, il faisait pas tellement de resurfaçage, de choses comme ça, où ils viennent te raboter un peu la tête du fémur pour corriger la forme et qu'il y ait moins de frottement. Donc, il m'avait dit, bon, bah, on vous retire le bout de labrum qui se balade, mais derrière, c'est os contre os. Donc, bah, vous aurez une prothèse plus tard. Moi, non, moi, j'aurais pas de prothèse. Je suis plus malin que tout le monde, je suis plus solide, ça va bien se passer. Ouais, voilà. Mais alors, c'est là où, 2005, où, si tu veux, j'ai commencé à m'intéresser, bah, à faire mes recherches. Donc, c'était, comment il s'appelait? Boyle. Attends, comment il s'appelait? Oui, Mike Boyle. Mike Boyle, voilà. Donc, Mike Boyle, qui m'a fait découvrir les rouleaux de massage, tout ça et tout. Donc, plein de choses. J'ai changé ma manière de m'entraîner. Et du coup, tout s'est très bien passé. Et c'est là où tu vas rentrer, mais du coup, tu le sais peut-être pas, mais que tu rentres un peu dans l'histoire. C'est rigolo qu'on fasse le podcast. Bon, j'ai toujours fait de la musculation une bonne partie de ma vie, mais je faisais plus de la prépa physique que de la vraie muscu. J'ai des périodes où je faisais quand même du soulevé de terre, du squat, machin et tout, mais souvent, c'était pas ce que j'aimais. Donc, au bout de quelques mois, j'arrêtais, puis je repartais sur mes trucs de plus de prépa physique, tu vois. Et puis, je me suis marié en 2017, donc je m'étais, je crois, préparé tout seul. Et après, je voulais continuer et je t'avais contacté. Et donc, c'est là que je t'ai contacté pour faire le coaching, qu'on a fait le programme de muscu. Et je voulais vraiment essayer de développer, tu vois, un meilleur physique en apparence, tu vois. Et c'est là, en fait, je pense, où j'avais déjà pas mal du coup, de tension et tout. Et donc, bah, les séances que tu m'avais faites, elles étaient assez longues, assez fatigantes. Il y a eu des bons résultats, on va dire, sur le point de vue ça physique. te prenait trop de temps. Et ça me prenait beaucoup de temps, donc j'ai fait moins de massages, moins d'étirements, moins de travail, mais tout ce que je faisais de shadow, de travail en fait, de coordination, d'agilité et tout ça. Je commençais même à sentir au bout d'un certain temps qu'au final, des choses qui étaient faciles pour moi le devenaient un peu moins. Ah, bien Tu sûr. vois. Et j'ai commencé à sentir. Alors c'était pas. En fait, on avait arrêté le coaching. Après, j'ai continué tout seul, tu vois, mais j'ai continué à suivre ta méthodologie. Et au bout d'un moment, surtout, bah, enfin, là où ça s'est vraiment compliqué, c'est à l'été 2019. Mais je sentais de plus en plus de tension qui s'accumulait dans ma hanche gauche, tu vois. Parce que surcharge progressive, donc on essaye de faire Bah, plus bien de sûr, on reps. essaie toujours de faire plus. Voilà, on essaie de faire toujours plus. Et c'est ce dont je parle dans ma Bah, bien sûr, vidéo. on va en reparler. On va en reparler. Et donc, accumulation voilà, de tension, puis commencer à avoir des douleurs derrière. C'est-à-dire au départ, quand j'envoyais des kicks à gauche, ça commençait à me faire mal sur les fléchisseurs des hanches devant la hanche, tu vois, pour ceux qui connaissent pas l'anatomie un peu. Donc, ça commençait à m'embêter. J'essayais de faire tout ce que je connaissais habituellement, qui d'habitude me soulageait, les automassages, des étirements, de la mobilité et tout. Ça marchait pas. Après, j'ai commencé à avoir des coups de jus dans la jambe gauche quand je frappais avec la jambe droite et que je devais pivoter sur la gauche. Moi, j'avais jamais eu de sciatique de ma vie. Donc, à ce moment-là, je savais pas, mais c'était une sciatique. Cette sensation de pouvoir, de marcher tout le temps sur la tranche extérieure du pied, de plus réussir à poser mon pied complètement à plat. Et puis, bah, ça s'est aggravé au fur et à mesure du temps. J'ai refait des examens. On m'a dit, bah ouais, là, la hanche, elle est complètement foutue, grosso modo. Faudrait mettre une prothèse, mais vous êtes trop jeune, quoi. T'avais quel âge, là? Là, je devais avoir 41 ans. Ouais, je pense 41 ans, ouais. Et de 2005 à 2017, avant que tu te mettes un peu plus à la muscu pour les apparences, est-ce que ça tenait? Tu vois, ça s'était pas trop accentué d'un point de vue sensation avec tous les automassages que tu faisais? Ouais, non, tout tenait bien. J'étais bien, j'étais mobile, j'étais puissant au niveau des jambes, tout ça. J'avais pas de problème, en fait. Je pense vraiment que c'est venu mettre des contraintes, trop de contraintes dans mon contexte, c'est-à-dire Bien sûr. de quelqu'un qui fait 20 heures, 30 heures dans la semaine tu vois, de cours, qui fait déjà beaucoup en fait, d'entraînement, de venir rajouter ces 3 séances d'1 heure et demie. Ça a été ça a été too much. Après, il faut remettre aussi dans le contexte
J'ai ma fille qui est née en 2018, donc plus de fatigue, moins de sommeil de qualité, tout ça et tout. Et j'ai malgré tout essayé de continuer à maintenir mon rythme. J'ai pas voulu, en fait, j'ai refusé d'adapter. Je me suis dit non, moi, voilà. Enfin, j'ai fait attention, tu vois, j'ai pas pris 1 gramme pendant la grossesse de ma femme. Je sais qu'il y a plein d'hommes qui grossissent à ce moment-là. Je me suis dit non, moi, je serai l'exception et ça va pas me faire flancher, machin et tout ça. Et donc, en fait, je pense que j'ai pas assez écouté mon corps et j'ai rajouté de la charge là où il y en avait déjà peut-être trop, en fait, tu vois. Donc, ouais, c'est un cumul de tout, plus une mauvaise génétique qui n'était pas adaptée pour forcer sur les amplitudes comme ça. Je pense que le squat, le soulevé de terre, ça allait me mettre aussi, venir chercher dans des angles où j'étais sans doute en butée osseuse ou quoi, et à essayer de faire la technique comme il faut la faire correctement, sauf que, bah, en fait, moi, j'étais en butée osseuse, ça passait pas, et donc voilà, ça a foutu le bordel, quoi. Et est-ce que durant ces années aussi, tu sais, où tu as découvert l'automassage, où tu prenais un peu plus soin de toi, tu as accordé une bonne place à l'alimentation? Parce que, pareil, je vois passer plein de choses. Souvent, je suis un des premiers à critiquer, entre guillemets, à mettre le doigt sur le fait que souvent les athlètes de haut niveau mangent pas très bien, du moins pour certains, hein, pas tous, il y en a qui font les choses bien, mais voilà, en disant, bah regardez, ils mangent des gâteaux. Moi, je vois des fois quand je suis à la cantine de l'INSEP, je vois plein de jeunes qui mangent plein de gâteaux, plein de trucs, alors qu'on peut manger hyper sain. Euh, et je trouve qu'on minimise un peu l'impact sur la longévité justement de l'alimentation. Toi, est-ce que durant ces années, et même de manière globale encore aujourd'hui, c'est un truc auquel tu as fait attention? Je l'ai fait attention, mais pas tout le temps. J'ai des périodes. Voilà, c'est des périodes. Moi, ça a été toujours une lutte, quand même, pour moi, l'alimentation. J'ai une éducation au niveau de l'alimentation orientée plaisir, goût, et pas Tu dis que le spécialement. macro, c'est pas bon? On va dire que c'était pas, voilà. T'as les fameux aliments, je sais pas comment on dit en français, hyper palatabilité, non, comment on dit? Euh, J'arrive pas à trouver ton mot. et, Ils sont pas très bons? Non, Appétissants? les aliments justement qui sont très très bons où ça te déclenche, tu Le vois. plaisir, dopaminergique, tu veux dire un peu. Ouais, voilà. Mais ça, c'est hyper palatable en anglais. Je sais plus comment on dit en français, mais voilà, et avec une forte appétence, tu vois. Tu manges et c'est une explosion de saveurs, machin et tout ça. C'est souvent les trucs sucrés, les trucs gras, enfin voilà. Et donc moi j'ai ça, tu vois. J'ai ça où toute mon éducation s'est faite comme ça dans mon enfance, tu vois. Et c'est très dur, je trouve, de s'en défaire. Et donc j'ai eu des périodes de plusieurs années où ça allait bien, mais c'est un peu comme une addiction. Suffit que je refasse des fois un écart et je retombe dedans, tu vois. Ah, j'ai l'impression que ça marche un peu comme une drogue. Et une drogue assez dure, c'est qu'à partir du moment où tu es tombé dedans, c'est très, 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 très dur de t'en sortir. Sinon, ça te frustre et c'est encore pire, quoi. J'ai vraiment Ouais, l'impression qu'il y a, et comme tu le dis, ça joue beaucoup dans l'enfance et dans l'adolescence. Ce que j'ai l'impression de constater aussi avec les gens que je coach à distance, c'est qu'une fois que tu es dedans, c'est très, 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 très dur de s'en sortir. Et ce matin, bah, j'avais un gars en coaching justement à ma salle qui est diététicien en Suisse. Et il me disait une phrase très juste. Il me disait, si tu veux changer de poids, il faut changer de vie. ouais, Je trouvais ça très juste, mais très dur aussi, voire inapplicable, quoi. ouais. Mais Bah, c'est dur. Moi, j'avais lu, je sais plus comment ça s'appelait ce livre, mais oui, il parlait c'était un peu la même idée. C'était un changement d'identité. Tu vois, où il donnait aussi l'exemple, par exemple, pour les gens qui fument. Il disait que tant que tu te définis comme un fumeur, tu n'arriveras pas à arrêter de fumer, tu vois. Faut que tu te définisses comme quelqu'un qui ne fume pas, qui n'aime pas, tu vois. Et donc, pareil pour la nourriture, tu vois. Faut que tu te définisses comme quelqu'un qui ne mange pas d'aliments transformés, qui prend soin de lui sur l'alimentation et tout. Tant que tu te définis pas comme ça, ça fonctionne pas. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que pour moi, en vrai, la difficulté, c'est pas réellement de savoir quoi manger. C'est de réussir à manger ce qu'il faudrait manger. Donc, c'est le psychologique, souvent le blocage, tu vois. mais bien sûr, c'est comportemental. En fait, c'est Ouais. l'environnement dans lequel tu es, comment tu as grandi, comme tu l'as dit aussi. C'est comme un caractère, quoi, comme la façon dont on est. Alors, justement, je reviens un peu à cette longévité. Donc là, si j'ai bien suivi ta vidéo, 46 ans, donc ça va. 45, s'il te plaît, quand même. 45. 45, et tu sors justement d'une opération il y a quelques mois de prothèse de hanche. Ouais. Alors, du coup, ouais, je reprends mon histoire. J'avais été voir des personnes. Ils m'ont dit, bon, là, la hanche, elle est complètement foutue. J'étais à Bordeaux, j'étais voir 3 chirurgiens différents. Les 3, ils m'ont dit, bon, bah, si vous aviez
15 ans de plus, on vous opérerait tout de suite, mais là, vous êtes trop jeune pour une prothèse. Je leur dis, ok, mais je fais quoi, moi, en attendant? Ah, bah, faut serrer les dents, mais là, non, c'est pas possible et tout. Et j'ai été voir pendant ces années, je ne sais combien de professionnels de santé, que ce soit les kinés, les ostéos, les chiros, des masseurs, enfin voilà, des trucs même un peu plus obscurs et tout ça. Et ça m'aidait très peu. Les kinés, souvent, je me faisais prescrire des séances et c'est eux qui finissaient par me dire, bon, bah, on arrête parce qu'on n'y arrive pas. Donc, ils me disaient, ça sert à rien qu'on continue. Voilà, ça fonctionne pas. Et j'en ai vu pas 2 ou 3, j'en ai vu une dizaine de kinés et puis, je sais pas, 30 ostéos différents. Bref. Et un ostéo qui m'a été recommandé, je m'étais mis au mouvement. Donc, tu sais, à la façon un peu ido-portal et tout. Ouais, mais j'avais vu justement, est-ce que ça n'a pas contribué aussi un peu à une surcharge de plus, tu vois, je m'étais dit. Bah là, j'avais réduit énormément. Comme j'étais à Bordeaux, je n'ai plus de cours, quelques cours particuliers. Ma charge d'entraînement, elle avait drastiquement diminué, tu vois. Et le mouvement, non, ça m'avait fait plutôt du bien. Et il m'a recommandé un ostéopathe qui était à Bordeaux avant, mais qui est à Bergerac, donc c'est à peu près 1 heure et quart en voiture. Il m'a dit, franchement, on va le voir. Il a une méthode, ça s'appelle le lien mécanique ostéopathique. C'est très différent. Et je suis allé le voir. Première séance. Ça a plutôt empiré les choses. Et il m'a dit, t'inquiète pas, c'est normal, t'as des compensations qui ont 20 ans et tout. C'était attendu. Reviens une deuxième fois. J'y suis retourné une deuxième fois. Et là, genre, miracle, quoi. C'est-à-dire que je pouvais plus faire une rotation externe de ma hanche sans me prendre un coup de jus depuis 3 ans et demi, quoi, ou 4 ans. Et là, plus rien. Il m'a travaillé sur un nerf et tout. Plus rien du tout. J'y suis retourné une troisième fois, encore un peu d'amélioration et bon, j'ai pu reprendre de l'entraînement un peu mieux et tout ça, mais c'est toujours très limité en termes d'amplitude, mais j'avais plus de douleur. À côté de ça, je me suis acheté un grand panneau de lumière rouge, voilà qu'on voit pas. C'est ce que je vois là à gauche Ouais, sur la c'est juste vidéo, sur là. le côté, voilà. Ouais, t'en as acheté un grand, hein? Ouais, c'est un plus de 1 mètre, c'est un presque 2 mètres de haut, je crois. Je fais un truc que les gens trouvent bizarre en français, c'est champ électromagnétique pulsé. Ben là, je l'ai dans ma poche. C'est une sorte de petit appareil qui émet des ondes qui se rapprochent des ondes émises par la Terre. C'est à la mode ils appellent ça grounding en anglais. Ouais, Tu bien sûr. marches sur le sol et tout ça. Et là, en fait, c'est un truc t'as plusieurs ondes programmées, t'as plein de programmes différents et tu le portes sur toi. Tu sens Au quelque chose? départ, non, on sent rien du tout. C'est vraiment un truc, tu sens rien. La combinaison de tout ça fait que presque plus aucune douleur pour la première fois. Là, ça doit faire peut-être 8-10 mois que ça allait beaucoup mieux. Depuis 2019, tu vois, j'avais mal toute la journée, tous les jours, quoi. Jusqu'à ce qu'à un moment, bah, comme voilà, j'en parlais dans ma vidéo, mais où je marchais 10 minutes, fallait que je m'arrête, j'avais trop mal, je pouvais plus Est-ce que tu porter. prenais des médicaments pour la Non, douleur? non, Non, rien. non. Ça, je voulais pas. C'est un truc. Il y a une fois où j'avais eu, je sais plus, une otite ou un truc. Enfin, comment ça s'appelle ce médicament? On m'a donné là un truc à base de corticoïdes, c'est pas l'Actifed ou non, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, et je m'y connais pas Bref, assez en médicaments. un truc de voilà. Et là, j'ai plus eu mal pendant une semaine quand j'ai pris ça, tu vois. Mais sinon, non, je voulais pas prendre de médicaments. Et du coup, bah plus de douleur. Et cet ostéopathe, Rémi Amat, pour le citer, il me dit, bah franchement, il dit bon, moi je suis pas du tout interventionniste et tout, mais quand je vois que ça s'améliore pas avec les traitements qu'on a fait et tout, les douleurs vont mieux, mais que tu as toujours tes blocages d'amplitude et tout, malheureusement, il dit, il reste plus trop d'autres choix que l'intervention. Tu vois, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, oui, mais en fait, c'est mécanique, c'est-à-dire que j'arrive en butée, je peux pas, en fait, je pourrais pas, ça va pas se réparer, tu vois. Et il m'a envoyé un article d'un collectif de 3 chirurgiens qui, eux, font des prothèses sur mesure, qui travaillent beaucoup avec les sportifs de haut niveau de l'INSEP, et dont un qui fait essentiellement des gens des sports de combat, judo, boxe et compagnie. Et donc, je l'ai contacté, et puis voilà, bah, il m'a dit, bah oui, vous êtes le parfait candidat, on va faire l'opération, puis vous aurez plus mal, quoi. Et ouais, mais tu te rends compte, 45 ans, 10 prothèses de hanche. Tu sais, je reviens à 2005 où tu te disais, bon, tu avais déjà le labrum qui était un peu fusillé. C'est un peu tu disais, je vais jamais avoir ça, et c'est un peu le coup de poignard, tu vois.
De se dire. Ouais. Ouais, mais faut faire le deuil Parce de qu'on ça. se dit, on se dit, on se dit que c'est pour les autres, tu vois. Tu passes Ouais. de hyper sportif à presque plus pouvoir faire. Mm. Et là, prothèse de hanche. Donc là, ils t'ont fait qu'un seul côté, l'autre, ça va? L'autre, ça va, j'ai de l'arthrose un peu, mais en vrai, pareil, les gens ont peur de l'arthrose. Tu vois, j'ai reçu des messages, genre, j'ai de l'arthrose. Alors, Oui, par j'ai vu tous exemple, les commentaires, là, j'ai vu, t'en as mis plein. voilà. Et même sur Instagram, les gens m'ont envoyé et tout. Alors, moi, par exemple, j'ai de l'arthrose cervicale aussi. J'ai eu un gros accident de ski à 15 ans. Et bah, après, avec tous les coups que tu prends dans la tête et tout, la lutte, le grappling et tout, ça te tire beaucoup dessus. Et il y a toute une période là où bah, j'ai dû arrêter tout ce qui était sparring et tout parce que j'étais tout le temps à la limite du torticolis dès que je forçais dessus, tu vois. Et on m'a dit c'est l'arthrose. Et en fait, non, enfin, en réalité, quasiment tout le monde a de l'arthrose. Mais par contre, tout le monde n'a pas mal. Donc, il y a des gens chez qui l'arthrose, ça peut coïncider avec de la douleur, mais c'est pas souvent en fait la raison de la douleur, tu vois. Donc, tu peux dire que tu te détruis sans le savoir. Mais en fait, il y a aussi une usure normale, tu vois. Je pense que même toi Ah, bien sûr, non, mais bien sûr. qui Moi, va j'ai plein de très trucs. bien, tu vas faire une radio et on va dire oh là là, tu vois. Faut tout arrêter. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là aussi, c'est ce côté diagnostic. On vient te poser une étiquette et te donner un diagnostic qui t'enfonce, en fait. Alors, ils s'en rendent pas compte, mais je te dis, je le vois dans les messages que je reçois. Les gens me disent, alors j'ai ci, j'ai ça, donc je peux plus. Non. Enfin, écoute déjà ton corps, vois comment tu te ressens, tu ressens les choses, et surtout cherche des solutions. C'est-à-dire que moi, par contre, il y a une chose que j'ai jamais faite, c'est que j'ai jamais abandonné. À aucun moment, je me suis dit, c'est ma nouvelle condition, je vais l'accepter et c'est terminé, quoi. Tu vois, l'histoire, elle est pliée. Maintenant, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. J'ai accepté que temporairement, c'était comme ça, mais j'ai tout le temps fait des tests qui parfois m'ont empiré les choses, certains qui ont amélioré, mais il y a aucun moment où je me suis résigné dessus. Et ça, je pense, c'est hyper important dans l'attitude, c'est de se dire non, non, moi, j'accepte pas, tu vois. Alors, faut pas que ça devienne un truc débile ou dire j'accepte pas, donc je continue à me faire mal, mais c'est dans le sens j'accepte pas, je continue à chercher des solutions, tu vois. Et donc là, bah alors, comment s'est passée l'opération? Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 4 ou 5 mois, tu disais? Même pas, non, c'était le 27 mai, donc là, on est le 5 août. Donc oui, je suis à 9 semaines, quoi, un truc comme ça. Ok, et donc, est-ce que tu marches là? Je marche, mais en fait, ils te font marcher tout de suite le jour de l'opération, alors sans mettre trop de poids et tout. Alors c'est très différent d'une personne à l'autre, mais aussi d'un chirurgien à l'autre. Les recommandations sont pas les mêmes, les méthodes, les prothèses sont pas toujours les mêmes. Moi, ce que j'ai dû faire, c'est un mois de béquille où j'avais le droit de poser mon pied. Il fallait au contraire marcher, mais de manière avec un appui soulagé. Grosso modo, au bout de 3 semaines, tu marches à une béquille et après tu retires toutes les béquilles, puis tu te remets à marcher, quoi. Et les amplitudes, là, pour l'instant, alors t'en es où? Là, ça fait 2 mois et demi. Ouais, les amplitudes, bah, j'avais posté sur Instagram et tout. J'ai refait un peu d'étirement. Boum, ouverture de hanche en lotus, là, en papillon, les genoux qui sont quasiment au sol. Et, Euh, et tu sens que c'est bizarre, ça, c'est comment? Est-ce que t'es sur un ressort? non, tu sens rien du tout, quoi. T'as l'impression que c'est ta hanche? Ah Est-ce ouais, que ouais. pour toi, c'est ta hanche? Tu vois, la sensation, c'est ta hanche. Ah ouais, non, je me sens même mieux quasiment qu'à droite, si tu veux, parce qu'en fait, j'ai des deux côtés, j'ai un peu ce conflit de hanche. Donc, on va dire que je sais pas depuis quel âge, mais je pense que euh, depuis mon âge adulte, j'ai jamais eu une hanche normale, tu vois. J'ai toujours dû, par exemple, voilà, j'ai toujours eu quasiment aucune rotation interne. Donc il y a toujours des choses que j'ai pas pu bien faire, des mouvements, voilà, où j'ai dû compenser, trouver des solutions et tout. Et là, pour la première fois de ma vie à 45 ans, bah, je me retrouve avec une hanche sans conflit, on va dire sans restriction. Avec de la rotation. Est-ce que t'as de la rotation interne, là, alors? Ouais, là, j'ai récupéré, j'ai plus de rotation interne à gauche maintenant qu'à droite, tu vois. Ah, c'est énorme. Et alors, du coup, tu sais, t'as un peu quand même des craintes, hein. J'ai fait mon chirurgien était à Paris, j'ai fait la consultation de contrôle un mois et demi après à distance. Voilà, bon, il te regarde marcher, machin, tout ça. Et je lui dis à la fin, je dis bon, là, je vais reprendre tout ça, mais je dis à terme, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Parce que dans les sports de combat, on reçoit des coups de pied sur la cuisse, donc à l'endroit un peu de l'endroit où a été implantée la prothèse et tout ça. Il m'a dit, écoutez,
vous avez un os en titane. Vous êtes plus fort que votre adversaire. Voilà. J'ai dit, OK, c'est bon. De toute façon, j'avais déjà... On t'inscrit à l'UFC, on appelle tonton Dana. Ouais, c'est ça. Non, mais je m'étais déjà saucé moi-même en me disant, je vais me wolveriniser un peu. Tu vois, ça va être une hanche en adamantium et ça va être plus costaud qu'avant, quoi. Donc là, voilà, c'est en tout cas. Là, ça doit revenir. Tes amplitudes sont pratiquement toutes revenues là. Alors tu as pu t'entraîner, tout ça. Je reprends l'entraînement maintenant. Est-ce que tu peux courir? Non, ça, je reprends un peu la pliométrie justement pour travailler ça. Et j'ai pas pu courir depuis 5 ans, tu vois. C'était très compliqué de courir. Fallait que j'essaie de courir d'une certaine manière. Enfin bon, c'était une catastrophe. Mais en tout cas, je pouvais courir quelques mètres, mais certainement pas aller faire un jogging. Ils t'ont coupé des muscles quand ils ont mis la prothèse? Non, justement, c'est les nouvelles méthodes. Donc c'est par ce qu'on appelle la voie antérieure. Donc, ils écartent les muscles, ils passent par devant, ils écartent les muscles. Bon, c'est quand même Ils m'ont dit, vous avez quand même encore une bonne masse musculaire, donc il a fallu forcer pour écarter. Donc, les muscles sont quand même un peu traumatisés. Mais t'as pas de nerfs abîmés, pas de muscles abîmés, tout ça. Et c'est pour ça que normalement, tu récupères très vite. La seule chose, après, j'essaie de voir toujours le positif. C'est-à-dire, ces 5 années, j'ai fait plein de recherches, j'ai appris énormément de choses. Donc, c'est pas 5 années complètement perdues, mais par contre, c'est 5 années où mon niveau physique, il a chuté complètement, tu vois. C'est-à-dire, si j'avais commencé à avoir mal en 2019, j'avais fait les examens, j'avais dit, OK, bah, vas-y, on fait la prothèse de hanche. On va dire 3 mois après, j'étais revenu à mon niveau, tu vois. Là, faut que je récupère de l'opération, mais il faut que je récupère surtout de mes 5 ans où j'ai pas pu bien travailler mes jambes et tout ça, tu vois. J'avais recommencé à faire un peu de force avec des sacs de sable. Moi, je trouve ça bien parce que je trouve ça fonctionnel. Je fais de la lutte. Quand tu fais de la lutte, des fois, tu dois arracher le mec du sol. Tu vas devoir. Alors, ça va nous amener sur un sujet que t'aimes pas et on sera peut-être pas d'accord là-dessus. Mais tu vas devoir arracher des mecs dos rond. Tu peux pas faire un dos plat en lutte. Tu regardes les Jeux Olympiques, tu regardes la lutte gréco-romaine. Bah, ça commence là justement. Je crois que ça commence aujourd'hui ou demain là. Et bah, si les gens regardent la lutte gréco-romaine aux Jeux Olympiques, quand il y a un mec qui est allongé sur le ventre au sol, que l'autre il le ceinture pour l'arracher et le jeter en l'air, il est dos rond, il n'a pas le choix. Et il soulève un mec de son poids, il soulève son poids grosso modo depuis un dos rond. Quelqu'un qui veut pas être soulevé, qui se secoue dans tous les sens, qui est instable. Et voilà, je me suis dit, moi, le côté, alors je ne vais pas du tout aller dans les extrêmes des strongman, mais cette approche du sandbag, du sac de sable, je trouve ça bien. Déjà, c'est beaucoup plus dur que soulever une barre, donc tu vas me soulever beaucoup moins lourd. Mais pour donner une idée, j'ai galéré à soulever le sac de 45 kilos, quoi. Tu vois? Donc, tu comprends en catégorie moins de 48, quoi. Ouais, mais non, mais c'est ça. J'ai galéré à soulever un sac de sable de 45 kilos, tu vois. Alors que je faisais le soulevé de terre, alors peut-être pas quand j'avais fait avec toi, j'avais fait un cycle tout seul il y a plus longtemps, mais j'étais monté à presque 180 au soulevé de terre. Bon, bah, on va dire c'est ce qui se rapproche le plus d'arracher un sac de sable du sol. Et là, je suis à 45 kilos et je galère. Alors maintenant, je galère plus. Là, tu vois, je peux le soulever, là, même aujourd'hui, le sac de sable de 45 kilos. Je peux le jeter par-dessus moi et tout ça. Mais c'est pour dire que, voilà, la perte de force que j'ai eue, quoi. Et est-ce que tu n'as pas peur, justement, qu'en faisant des choses un peu dos rond, même si les charges sont assez minimisées, t'accentues pas l'usure de ton dos, justement, qui s'use déjà un peu naturellement, comme tu disais? Alors, c'est là, ouais, où je pense, c'est le fameux. Non, mais je te pose la question, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai pas cette peur, non. J'ai pas cette peur du moment que c'est fait de manière progressive et pas excessive. Je pense. Après, en fait, je sais que toi, voilà, donne-moi ton avis, Greg. Hein. T'es plutôt partisan anti-Doron. Il y a des, je trouve que à 20 kilos, je suis d'accord. À 45, peut-être moins, mais dis-moi. Ouais, bah, ouais, c'est vraiment moi, je te dis, c'est l'analogie du sport en fait, de ce qui se fait dans le sport. Alors bien sûr, après tu vas me dire oui, mais les gens dans le sport ils se flinguent. Mais il y a des experts dans les deux camps je trouve qui ont des points intéressants. Moi, je sens pas. En fait, je trouve que c'est aussi le ressenti, mais on peut très bien ne pas sentir les choses. Hein. Mais quand je fais ça, je sens pas du tout de danger dans mon dos. Tu vois?
Je sens pas. Enfin, tu sais, par exemple, si je fais un soulevé de terre, je tente un soulevé de terre trop lourd, là, je le sens le danger, tu vois, personnellement. Ouais, non, non, ok, bah donc pour toi, la minimisation de la charge fait que le risque est réduit. Voilà. Et je veux pas, et tu vas, sauf si j'oublie tout ce que je suis en train de dire, mais tu me verras pas essayer de faire des sacs de sable à 200 kilos ou à 150 kilos même, tu vois. Là, j'en ai un de 60. Il y en a un de 90 ou 80, je crois que j'ai pas rempli, que j'avais acheté, mais que j'ai pas rempli. Mais voilà, je pense que, bon, voilà, peut-être j'irai jusqu'à 100 kilos. Parce que bah c'est plus ou moins, ça peut être plus ou moins le poids de quelqu'un avec qui je peux lutter, de pouvoir soulever, marcher avec. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Mais après, je fais pas un. Tu sais, enfin, je sais pas si tu vois les techniques de sandbag. La plupart du temps, tu le Bien sûr. prends, tu le soulèves un peu du sol et tu le poses sur tes genoux. Tu Ouais, vois. ouais. Donc c'est quand même très court. Bon voilà. Moi, moi, je pense que aller faire du soulevé de terre dos rond lourd, c'est pas une bonne idée. Ouais, non, bien sûr, mais alors je te pose la question parce que dans ta vidéo, pareil, tu parlais des sportifs de haut niveau qui, pour beaucoup, avaient des douleurs suite à la pratique de leur sport. Euh, et donc, je voulais parler un peu de ta nouvelle philosophie d'entraînement par rapport à ça. Moi, j'oppose souvent la performance et la santé parce que dès que tu veux performer, forcément, tu as le ratio à avantage-inconvénient, il penche un peu de mauvais côté. Si c'était à refaire, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment et quelle est aujourd'hui, je rajoute, ta vision un peu de l'entraînement sportif? Euh, comment tu vois tout ça? Ouais. Moi, ce que je vois là aujourd'hui, c'est que déjà, essayer de m'entraîner le plus possible sur des choses qui vont euh, augmenter plutôt l'aspect athlétique que force pure et tout ça. Donc, plutôt des positions que je vais retrouver ou qu'on va retrouver dans les sports. Donc, au final, il y a peu de sports sur lesquels on se retrouve les deux pieds sur la même ligne. Donc, le squat, le soulevé de terre, ça m'intéresse pas énormément, tu vois. Ou du moins, pas en stade. J'allais dire, même le développé couché, finalement. Ah non, ouais. Développer couché, moi, ça m'intéresse. Enfin, déjà, j'ai jamais aimé ça. Bah, tu vois, je voulais, en plus, quand j'ai publié ma vidéo, le lendemain où je l'ai enregistré, pas publié, je suis tombé sur Instagram, sur un vieux monsieur, là, un Français, j'ai plus son nom. Je pourrais pas le citer, du Qui fait coup. des tractions, là? Ouais, voilà. Je crois que c'est Alain Gustave, si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça, je crois. Et il a posté une vidéo, je sais pas si je suis tombé dessus à ce moment-là où il l'avait posté ce jour-là, sur son histoire avec le développé couché, qui à 71 ans, il avait réussi à faire 100 kilos. C'était sa meilleure C'est performance. super, quoi. Et que il a essayé de faire 105 kilos. Il s'est déchiré la coiffe des rotateurs Ah merde. à 71 ans. Et donc là, il avait 78 ans. Et il commençait à ne plus avoir mal et à revenir à son ancien niveau de perf. Et je me dis, voilà le parfait exemple ce que j'avais appelé la philosophie du plus. Quand à 71 ans, tu fais déjà du 100 kilos soulevé de terre, après, on peut discuter ou pas de l'intérêt de faire du Développé développé couché? couché. On peut discuter de l'intérêt d'en faire ou pas. Mais déjà, c'est une très belle perf, tu vois. Pourquoi vouloir aller encore plus loin? Tu vois? Et maintenant, ma philosophie, c'est déjà, ce niveau-là, je le trouve bien. Il me suffit. Mais comment tu le juges bien? Tu vois, moi aussi, ça m'intéresse parce que je suis un peu plus jeune que toi, mais je suis un peu dans cette philosophie aussi de durer un peu plus. Alors, des fois, je me reprends encore au jeu de vouloir faire plus. Ouais. Euh, comment tu fais pour te dire, ça, c'est suffisant et je prends du plaisir à maintenir ce niveau, tu vois? Bah, déjà, moi, il y a cette notion, je t'expliquais, de danger. Tu vois, par exemple, si tu te mets sous une barre lourde pour faire du développé couché, tu sens le petit danger, tu vois. Alors, moi, déjà, quand je faisais la musculation, j'étais tout seul, j'avais personne pour me parer. Donc, déjà, si tu prends un poids que t'es pas capable de gérer tout seul, déjà, c'est un premier indicateur pour moi qu'il y a potentiellement danger. Si en plus, quand tu le sens, tu es un peu en stress, tu fais ton développé et que tu es là, faut vraiment pas que je me rate et tout, c'est que tu es dans une zone rouge. Pour moi, t'as pas besoin d'aller dans cette zone-là. Donc ça, c'est un premier indicateur. Et après, je sais pas, j'ai pas fait des barèmes, tu vois, de se dire, de faire des... Ça n'aurait pas vraiment de sens que les gens sont tellement différents, d'expériences différentes et tout, mais ouais, de dire en fait, voilà, ce niveau de force-là, ou cette perf-là, dans l'absolu, au final, c'est bien. Pourquoi je vais aller chercher plus? Souvent, je vais devoir faire un sacrifice quelque part
ou une prise de risque. Et donc, non, je vais pas faire de sacrifice sur soit de la mobilité, des choses et tout, ou une prise de risque. Je m'arrête là, c'est bien. Ouais, c'est assez dur de se fixer ce niveau de bien, parce que comme tu le dis, il est assez individuel. Euh, Et après, pour revenir du coup à ma philosophie, j'essaie de partir un peu plus des fonctions de l'être humain et que j'aimerais garder. Donc, marcher, courir, sauter, rebondir, peut-être grimper, lancer, changer de direction, tu vois, toutes ces choses-là. Et rien que quand tu pars déjà, enfin, tu vois, il faudrait que j'ai pas encore bien formalisé le truc, mais déjà quand tu listes un peu tout ça, bah, tu peux dire, OK, bah, j'ai tout ça à travailler. Et tous ces trucs-là, il y a tellement de manières différentes. La coordination, rester coordonné, agile, précis, endurant, rapide, explosif. Tu vois, toutes ces qualités, pour moi, c'est des choses qui vont te garantir de maintenir un bon niveau de fonctionnement physique et même cognitif. Donc, je vais plus partir de là plutôt que de me dire, je veux soulever tant, je veux, tu vois, enfin, ou je veux courir tant, je veux machin. Non, je vais plus partir de ces fonctions-là et ensuite les développer. Mais les grands oubliés pour moi, c'est le plan transverse, c'est tout ce qui est Ouais, rotation. j'ai entendu que c'était hyper intéressant, Voilà. parce que mon associé Fabrice, on était venu à la même conclusion dans le Superphysique Podcast il y a quelques années avant qu'il qu'il se fasse le dos, à se contorsionner Oui. dans tous les sens aussi. Et c'est exactement ce qu'il disait, c'est que souvent, la muscu, t'as un seul plan, et en fait, dans la vraie Oui. vie, t'arrêtes pas de faire des rotations, des trucs, et si tu les fais jamais, tu l'avais très justement dit tout à l'heure, en fait, quand tu fais de la muscu classique, en fait, ça te fige un peu. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça fige un peu, et donc tu perds une sorte de fluidité. Et donc, si tu fais que ça, en fait, c'est sûr que dès que tu sors de ton couloir, Bah tu oui, te bah tu sais, il y a et c'est un cliché, mais je trouve qu'au final, ça se vérifie bien assez sûr. bien. On voit des gens des gros gabarits très musclés qui arrivent à bouger encore plutôt pas. Ah, tu m'entends toujours? Oui, oui, je t'entends toujours, ta Ouais, cam ok. a bugué. Euh, on voit toujours donc des gens qui arrivent à bien bouger en musculation et tout ça, mais avec une certaine limite. C'est-à-dire que je vois des mecs qui sont quand même. Il y a un Américain, là, je crois, c'est Jude Lienhard. Je sais pas si tu vois si tu le connais, lui. Non, je vois pas. Euh, un mec assez énorme, mais qui fait énormément de travail. C'est plutôt un coach de performance en sprint, un peu athlétisme et tout ça. Donc, il fait beaucoup de plio, il fait beaucoup de trucs avec des rotations, des bandes, des trucs pas du tout conventionnels. Il bouge bien, mais son tronc reste quand même ultra rigide. T'as David Weck, l'inventeur du Bosu, mais pas que, qui est un drôle de personnage. Et les gens trouvent des fois ridicule le Bosu, mais en fait, Bosu, ça dépend, je sais pas comment on Ouais, ouais, dit. non, mais en fait, c'est Euh, hyper utile pour plein de trucs. En fait, on est trop mais habitué à être stable, en fait. Et oui, et à avoir après, cette fluidité dans voilà. la coordination. Aller faire du squat lourd sur un Bosu, ça a pas de sens, tu vois. Mais lui-même, il dit c'est pas pour ça que ça a été créé. Bref, lui, il est beaucoup sur le mouvement et il a un truc qu'il appelle head over toes. Donc c'est en fait, c'est quand tu cours, en fait, ta tête, elle doit aller d'un pied à l'autre, venir se mettre au-dessus d'un pied d'un l'autre. T'as une autre méthodologie que je regarde, et moi je garde toujours un œil critique parce qu'il y a plein de méthodes comme ça dans lesquelles je me suis intéressé, où je trouve des choses bien, mais je trouve aussi plein de choses pas bien. Il y en a un qui s'appelle Gotha, G-O-A-T-A, et eux ils parlent de colonnes. En fait, grosso modo, tu as tes colonnes, hanches, épaules, chevilles, genoux, et du coup, pareil, ils vont te dire, bah, tu as tes deux colonnes, et dans la plupart des mouvements athlétiques, tu vas aller d'une colonne à l'autre, tu vois. Et souvent avec une rotation, une légère rotation, ce phénomène qui se passe naturellement quand tu cours. Et les mecs qui sont extrêmement musclés, quand tu les regardes faire un sprint, ils vont pas d'une C'est colonne à figé, ouais. l'autre. C'est La figé. tête, elle reste au centre, tu vois. Et là-dedans, c'est que tu as fait un sacrifice quelque part, tu vois. Donc moi, ma philosophie, ça va être ça maintenant. C'est de la rotation, euh, du travail de force. Travail de force, je suis en train de regarder énormément de choses là sur l'isométrie. Bien sûr, Donc c'est redevenu à la mode, là, depuis un petit ouais. temps, justement. Dans des positions bien précises. Après, il faudra que tu choisisses les positions les angles qui tireront, quoi. Ouais, ben en fait, je trouve qu'en fait c'est un moyen assez safe d'aller essayer de maintenir une bonne stimulation nerveuse
il y a des études qui montrent que tu arrives à une amélioration de ta force aussi en isométrie. Je trouve avec beaucoup moins de risques que les charges Bien lourdes. sûr. Par contre, tu n'auras pas le même développement musculaire qu'en faisant de la musculation classique. Mais moi, C'est là où j'allais y venir. Quid de l'apparence physique alors, Greg? Bah, pour moi, en fait, la masse musculaire n'égale pas forcément la performance physique, tu vois. C'est plus la qualité de toutes tes fonctions qui va faire ta performance, tu vois. Donc, ta capacité, justement, à bouger, à être stable, à changer de direction, à développer de la vitesse, de la précision, voilà, c'est plus ça que, OK, combien tu soulèves au développé couché, quoi, tu vois. C'est parce que moi-même, depuis longtemps, j'avais remarqué ça. J'ai eu des mecs dans mes cours collectifs où c'est pas très gentil, mais je disais c'était une carrosserie de Ferrari avec un moteur de 2 chevaux. Les pires mecs que j'ai eu en coordination, c'était les mecs de la muscu la plupart du temps. Mais alors, enfin limite la gauche et la droite, c'était déjà un problème, quoi. Et alors quand tu leur demandais un truc avec un schéma moteur où il fallait tourner, changer de direction et tout, c'était presque risible, quoi. Il y en a un une fois qui est venu. J'ai même des élèves qui sont venus me voir après, qui m'ont dit mais il fait exprès. Non, il fait pas exprès. C'est comme ça. Et le mec devait avoir des super perfs vu comment il était monstrueux, mais c'était une cata, tu vois. Donc ça dépend quelle est ta définition de la performance, tu vois. Ouais, je dis ça parce que là, t'es encore assez balèze, tu vois, t'es pas encore trop maigrichon. Mais si demain tu perdais 10 kilos de muscle, est-ce que psychologiquement tu le supporterais en étant plus performant, on va dire, selon tes critères? Ouais, mais j'aimerais bien en réalité là faire 10 kilos de moins, je serais content. Là, t'as mangé alors. Ouais, là, faut que ouais. Ça va être mon sujet, la bouffe. Parce que, c'est un peu con, tu vois. C'est une question de discipline et de force mentale, mais euh, là, ces dernières années, la bouffe, j'ai eu des périodes où j'ai essayé et tout. Mais en fait, bon, les enfants, grosse augmentation de charge mentale, mais surtout la douleur toute la journée. Quand t'as mal toute la journée, je peux te dire que Ouais, il faut que tu compenses quelque part, quoi. Tu peux pas t'entraîner en plus, donc. tu compenses et en même temps, en fait, t'as pas envie de te rajouter une contrainte en plus. C'est surtout ça, c'est quand ça te demande un effort, tu vois, toi, je sais que tu as ta routine, ta discipline, je pense que ça te demande plus d'effort au stade où tu en es. Moi, ça a toujours été un effort, même quand je l'ai fait de manière assez prolongée, il fallait tout le temps que je me surveille, c'est toujours resté une contrainte. Mais là, ouais, non, c'était trop pour moi. Ouais. Est-ce que tu prends un peu des compléments alimentaires? Je sais que nous, avec Super Physique, on est vraiment avec monsieur Fabrice, qui va avoir ton âge, je crois. Oui, il va avoir 45 cette année. On est très tourné sur la longévité, donc Mm. le collagène, l'arpagophytum, la glucosamine, la chondroïtine, les oméga 3, la saxanthine, enfin bref, on est vraiment tourné à fond là-dessus. Est-ce que toi, c'est des choses que tu prends aujourd'hui, car maintenant que tu es Ouais. beaucoup plus conscient de Ah, mais ta fragilité? j'en prends une tonne. Je fais des tests très régulièrement. Là, j'ai dû faire un peu un tri récemment parce que il y a plein de tests des fois où je trouve que ça n'apporte pas de choses. Est-ce que tu as un ou deux compléments, tu sens que ça te fait vraiment du bien d'un point de vue un peu articulaire, longévité? C'est Que tu moyen. sens, hein? Tu sens rien? Non, il y a des choses des fois peut-être plus sur l'énergie et tout ça qui vont m'aider. Plus sur le niveau d'énergie, niveau articulaire. Je le prends, hein, on va dire, me dit bon ça peut pas faire de mal, ça peut peut-être aider un peu, mais là en tout cas sur ces 5 dernières années, il y a rien qui a vraiment fait bouger le curseur à part mon infrarouge et mon champ électromagnétique et l'ostéo. Tu sens pas que quand tu prends du collagène, genre, parce que moi je prends des grosses doses, je prends genre 20 grammes par jour, tu Ouais. sens pas que ça te fait du bien? Pas spécialement et moi j'en prends bien 20 grammes par jour aussi très régulièrement. Je prends une synergie de chondroïtine, glucosamine, MSM. Je prends plein de trucs, hein, mais Ouais, tu sens pas d'effet, quoi. non, je sens pas d'effet. Mais en fait, je pense que à part la hanche et tout, j'ai pas de problème d'articulation en fait à côté de ça, tu vois. Mais j'ai pas de douleur, tu vois. Donc, ouais, difficile à dire. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, faut que tu prennes, que ce soit Super Physique ou chez Cario, NutriPure ou machin. Les gens me disent ouais, tu devrais prendre machin et tout. Je fais mais
t'as pas vu mes placards. J'ai 40 000 Bah ouais, bien sûr. pharmacies, j'ai tout essayé. Et il y a plein de choses. C'est un peu le. Tu vois, c'est un peu un pari. Il y a plein de choses où on te dit, tu lis les études, ou tu dis des gens que ça a aidé, tout ça. Mais réellement, les choses sur lesquelles tu sens un véritable effet ressenti, tu vois. Après, Mais il y a ouais, mais c'est toujours pour ce c'est pour ça côté. que je te posais la question, savoir si Ouais. tu ressentais des trucs. Il y a toujours le côté placebo en plus, tu vois. Je, Donc, je reviens sur un truc que tu as dit, sur il n'y a peut-être pas besoin de se pousser dans le rouge, ou peut-être qu'il ne faut pas se pousser dans le rouge pour dans l'effort physique pour ne pas se détruire entre guillemets. Et est-ce que tu alors là tu viens de reprendre tout ça, mais est-ce que c'est pas limitant, tu vois, d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue progression, tu vois, tu te dis bah je pourrais encore, mais je m'arrête avant d'être dans le rouge. Et j'ai pu voir au fil des années que tu as des personnes, si elles se mettent pas dans le rouge, elles vont peut-être stagner, j'ai une connerie, mais à 80 kilos développé couché, pour prendre cet exercice-là, hmm. voilà, que tout le monde connaît. Mais alors que si elles se mettent un peu dans le rouge, bah, peut-être qu'avec les années, elles vont peut-être arriver à 120 ou 130, tu vois. Est-ce que comment tu vois les choses par rapport à ce truc de se mettre dans le rouge? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens que tu coaches, tu leur dirais, bah, te mets pas dans le rouge, quitte à faire un coup de pied au niveau de la hanche plutôt qu'au niveau de la tête? Alors, c'est pas qu'il faut pas se mettre dans le rouge, c'est que déjà, je pense qu'il faut pas s'y mettre souvent, trop souvent. Enfin, je sais pas, tu peux une fois par semaine, tu peux te mettre dans le rouge, 2 fois peut-être, des fois dans la semaine. Ça dépend sur combien de fois tu t'entraînes, mais surtout, ça dépend sur quoi tu te mets dans le rouge. Typiquement, je me mettrais pas dans le rouge sur un truc dangereux. Donc, je me mettrais pas dans le rouge sur une charge lourde, tu vois. Je me mettrais dans le rouge sur le cardio, peut-être, sur je sais pas, du poids de corps, ou bon voilà, si tu fais un truc plutôt type un peu CrossFit, un circuit ou quoi, avec plein de pompes ou des squats sautés, des trucs et tout. Bon bah quand t'es rincé, que t'y arrives plus, tu vois. Mais t'as été au bout, tu vois. Ou si t'es en échec sur une pompe, c'est pas le même danger que d'être en échec sur un développé couché, tu vois. Bien sûr. Donc, ça va être sur quoi tu te mets dans le rouge, la fréquence dans laquelle tu te mets dans le rouge aussi, quoi. Mais les gens, c'est pour ça qu'il faut que je fasse une vidéo. Je sais pas encore comment je vais approcher le truc, mais parce que j'ai eu 350 commentaires sous la vidéo et les gens sont venus dire, mais oui, mais de toute façon, faut pas faire de sport. Enfin, non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, tu vois. Donc, soit je me suis pas bien exprimé, ou après chacun entend ce qu'il a envie d'entendre, tu vois. Je suis pas anti-sport, je suis pas anti-activité physique, loin de là. C'est juste la manière de pratiquer tout ça. Et je suis pas pour ne jamais rien faire de dur, tu vois. Non, il faut de temps en temps, oui, un peu essayer de dépasser ses limites, parce qu'effectivement, même mentalement, ça a des bénéfices. C'est comme ça aussi que tu te construis une résilience mentale et physique, tu vois. Mais c'est le choix sur lequel le faire. Et tout à l'heure, tu avais parlé d'un truc, et moi, ça fait du coup des années que j'en parle dans mes newsletters et que c'est devenu un peu mon cheval de bataille. C'était la notion de plaisir. C'est, tu disais, il y a des gens, ils se mettent à faire des exercices, alors pour lesquels ils sont pas faits, mais ou alors qu'ils aiment pas, tu vois. Bien sûr. Et j'ai tout le temps, et c'est ce que je dis depuis des années là, depuis que j'ai ces douleurs et tout ça, j'ai tout le temps dit aux gens déjà, la compétition, faites attention, il y en a plein qui veulent faire de la compétition, mais quand tu fais de la compète, souvent tu te retrouves avec des obligations de faire des choses en plus, donc de te préparer physiquement, ça rajoute une grosse charge de travail et c'est pas forcément du plaisir. Donc tu peux perdre, en fait, le plaisir que tu avais de pratiquer un truc. D'un seul coup, tu peux le perdre complètement. Ça devient une obligation, ça devient des contraintes et tout ça. Et puis, bah, il y en a plein qui font pas de compétition, mais qui ont l'impression que il faut le faire parce que bah, on voit tout le monde le faire, et que quand on est dans ma génération, on a grandi en regardant Rocky, et qu'est-ce qu'il fait pour faire un combat? Bah, il fait des trucs de malade. Il Il se boit des œufs bute, crus. bah oui, il boit des œufs crus, il se bute physiquement. Au final, il fait. Enfin, alors moi, j'adore Rocky, hein, mais il fait pas beaucoup de boxe pour se préparer à un combat de boxe, tu vois. Et t'as plein de gens, moi je le vois, qui se mettent des contraintes, qui font des trucs qui les font chier en fait, euh, pour soi-disant s'améliorer. Non, si tu kiffes boxer, fais plus de boxe, tu vois, et tu vas devenir meilleur à la boxe en fait. Et ton cardio, il va se construire aussi en faisant plus, tu vois. T'es pas obligé d'aller courir 10-15 kilomètres pour devenir meilleur en boxe en fait. Je reviens sur un autre truc que tu as dit. Tu as dit, voilà, aujourd'hui, ton but, c'est marcher, courir, sauter, grimper, lancer,
faire des rotations, ça fait une sacrée liste. Tu vois, je t'écoute, là, je me dis, mais le type, il va s'entraîner, il va revenir à son rythme de 2 fois par jour, en fait. Tu sais, il nous dit, je suis pas dans le toujours plus, mais là, c'est quand même plus, quoi, non? Non, je pense que ça peut s'organiser de manière à ce que ce soit pas Moins. trop. Ouais. C'est quoi Non, pas trop, mais alors? en fait, c'est la dose et l'intensité, justement. Tu vois, si à chaque séance, j'allais chercher le curseur rouge, tu vois, effectivement, 2 fois par jour, ce serait trop. Mais je pense que là, je vais pouvoir m'entraîner si je veux 2 fois par jour. Ça veut pas dire que je vais me forcer à le faire et que je sais pas si je vais le faire ou pas. Mais de la manière dont je vais le faire, ce sera pas un problème parce que je vais pas aller sur des contraintes excessives. Et j'avais donné l'exemple de Firas Zahabi qui est le coach de Georges Saint-Pierre, qui lui dit bah moi j'aime j'aime m'entraîner régulièrement, et donc pour ça je m'entraîne tous les jours, mais à intensité modérée. Comme ça, je récupère très bien. Et le lendemain, je suis pas plein de courbatures, le système nerveux qui est dans les choux et tout. Et j'arrive à m'entraîner tous les jours et je me blesse jamais. Mais C'est est-ce que le volume d'entraînement n'est pas aussi néfaste? Tu vois, t'en fais moins, mais qu'à moins d'intensité, mais plus. Est-ce que c'est pas aussi néfaste à terme? C'est peut-être moins traumatisant sur le court terme, mais à long terme? Non, je pense que si tu fais des séances courtes, tu vois, et encore une fois, ça va être aussi une écoute. C'est-à-dire, bah, si un jour ou bah je sais pas, t'es pas bien aujourd'hui, tu te dis bah tiens, je vais me faire juste des automassages, un sauna, et puis voilà, c'est tout. Je vais aller me marcher un peu et je serai content, tu vois. Il y a l'écoute, je pense, être à l'écoute de son corps, que les entraînements ne deviennent pas une obligation mais un plaisir. Tu t'entraînes parce que tu sens que ah tiens, t'as envie, tu vois, le corps il a envie. Mais attention à voilà à pas dériver du côté il faut toujours plus, il faut que je termine complètement rapta à la fin de mon cours, à la fin de mon entraînement, ou tu vois. Et ça, je le vois depuis tellement. Alors moi, je l'avais compris déjà, mais je pense que je tirais quand même un peu sur la corde parce que j'aime l'intensité. Mais le nombre de fois, et je l'ai encore vu là il y a quelques jours sur des commentaires de mes vidéos YouTube où je sais j'ai des entraînements au sac en temps réel que les gens y suivent et tout. Et il y a encore deux mecs, un qui me dit ah j'ai fait cette séance là plus l'autre plus ça, donc au lieu de faire 30 minutes, il a fait 1h25. Et un autre qui dit bah voilà, j'ai fait ta séance après avoir couru 10 km et puis avoir fait du crossfit et tout, et j'ai fini par ta séance. Le mec a fait 2 heures d'entraînement comme un psychopathe. Bon bah là pour moi tu fonces dans le mur quoi. C'est intéressant parce que justement, il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment. Là, j'ai vu une vidéo de mon pote Aurélien Broussal là, qu'il a fait sur son podcast, où il interview un kiné de l'équipe de France d'haltérophilie. Et ils sont partis au Japon justement s'entraîner. Je sais pas si tu l'as écouté ce podcast, tu peux l'écouter, hein, c'est vachement intéressant. Et il dit, bah alors les gars, comment ils s'entraînent en Chine, tout ça? Est-ce qu'ils s'entraînent comme des malades, 2 fois par jour, 6 jours sur 7? Il dit, mais en fait, ils font 3 à 4 séances d'haltéro par semaine, quoi. Il dit, le reste du temps, ils font beaucoup de récup, beaucoup de massages. Alors, je veux pas te spoiler le truc, mais c'est assez marrant. Euh, et il dit, putain, mais c'est incroyable et tout. Et Aurélien rajoute que lui, quand il entraînait en Russie ou justement en Angleterre, en prépa physique au judo, bah pareil, les mecs en faisaient pas tant que ça, en fait. Et ce qui Ouais. contrastait beaucoup avec ce qui se fait en France. J'avais notamment interviewé Kylian Leblouch sur mon podcast Secret du sport, et qui disait que effectivement avant lui c'était à la mort, à la mort, à la mort, donc un peu le survivant qui qui restait à la fin, et que maintenant c'était un peu revu différemment, la qualité au détriment de la quantité de trop, et je vais pas dire quantité de qualité, mais tu vois l'idée quoi. Ouais, mais j'avais justement là dans ma vidéo, je parlais du documentaire Arte, je sais pas si tu l'as vu, sur les dérives du sport de haut niveau. Je sais Il est pas si sur je l'ai vu, mais YouTube j'en vois beaucoup, donc je sais pas. et il montre bon toutes les dérives et tous les problèmes et toutes les casses qu'il y a de plus en plus jeunes, des blessures et des pathologies de plus en plus jeunes, de plus en plus graves. Et à la fin, il montre le contre-exemple, je crois que c'est de la Norvège, je crois, ou de la Suède, je sais plus, des athlètes olympiques, c'était en biathlon, je crois. Bref, en tout cas, une épreuve pour les Jeux olympiques d'hiver. Et eux, ils ont adopté justement cette méthodologie d'en faire beaucoup moins
et d'adapter l'intensité. Donc, on voyait une athlète qui disait, hier, on a fait un entraînement assez intense, donc aujourd'hui, ça va être très cool et tout ça. Et ils ont raflé toutes les médailles aux derniers Jeux Olympiques d'hiver, quoi. En s'entraînant avec un volume de peut-être un tiers des autres, quoi. Ouais, mais peut-être parce qu'ils avaient, je suis l'avocat du diable, mais accumulé beaucoup, beaucoup de volume les années précédentes et depuis qu'ils sont gamins, ce qui fait que finalement, ils ont récupéré de tout ce qu'ils avaient fait avant. Peut-être, mais ça démontre quand même Bien que, sûr. même pour te préparer pour des Jeux Olympiques au haut niveau, effectivement, il faut que tu aies d'abord eu l'acquisition des compétences et tout ça auparavant, mais tu peux faire un tiers du volume des équipes en face et quand même les battre, tu vois. Donc, il y a quand même quelque chose, tu vois. C'est pas ceux qui se sont entraînés le plus qui ont gagné au final. Ouais, le plus c'est le plus dur. Oui, c'est ça. Bien sûr. Donc ça, j'avais trouvé ça assez intéressant, tu vois. Bien sûr, bien C'est sûr. Mais j'en vois plein des trucs comme ça, mais c'est vrai que moi je suis un peu plus jeune que toi, mais on a grandi un peu avec ce truc de toujours en faire plus, toujours plus dur. Et pour moi, même si psychologiquement je passe un peu le cap aussi, mais c'est vrai que c'est dur des fois de te dire je fais une séance et tu vois, tu as envie de forcer parce que c'est normal de forcer. T'as grandi comme ça, t'as été éduqué comme ça, un peu comme on parlait de l'alimentation tout à l'heure, tu vois, c'est un peu la drogue du truc. Et te dire non, aujourd'hui ça va être cool. Et tu dis mais attends, je vais pas prendre du temps pour faire un truc cool, autant que je fasse rien, tu vois, alors que pas du tout en fait. Ce truc cool, il sert beaucoup, si ce n'est plus finalement que l'entraînement dur, quoi. oui, tu vois, là, tout à l'heure, j'ai fait avec ma femme, on a fait une petite séance de kettlebell et tout, et on faisait une sorte de pyramide où, voilà, on avait 5 ou 6 kettlebells, de la plus légère à la plus lourde, alignée. Et il y en a une, elle me disait, oh, mais celle-ci, elle est vraiment trop légère. J'ai fait, non, non, on fait la très légère quand même, en fait. Quand tu es sur la très légère, travaille tes sensations, travaille ta technique et tout. En fait, il y a des choses que tu peux travailler aussi, tu vois. Et, et tu peux faire un jour léger où c'est plus orienté justement sensation, technique. Tu vois, dans les kettles, ce que j'aime bien, c'est le côté absorption justement des impacts et tout ça. Pas faire de la kettle justement façon muscu très, mais plutôt relâcher, absorber, comment on dit. Renvoyer l'énergie en quelque sorte que tu absorbes, tu vois. Ce côté élasticité aussi, ça que je trouve qu'il faut essayer de maintenir et qu'on perd avec l'âge, mais qu'on perd aussi avec les entraînements trop durs, trop lourds, tu vois. Côté élastique, absorption, tu vois. Et dont on a besoin dans les sports de combat. Et tu vois, pour revenir sur par exemple, moi, un bon exemple de là où je vais me mettre souvent dans le rouge, c'est je fais une séance de lutte par semaine. J'adore la lutte, ça fait 12 ou 13 ans maintenant peut-être que j'en fais. Avec mon coach, bon, des fois on fait de la technique, mais il y a des fois on fait presque que des matchs, quoi, que des combats. Et il y a des moments où réellement t'es vidé, t'es complètement vidé, t'en peux plus. Mais la lutte, si tu te reposes, et si l'autre n'a pas décidé de se reposer, tu te fais défoncer. Et donc il y a ton corps, ta tête qui te dit n'y va pas, essaye de temporer un peu le truc, machin et tout. Et en fait, c'est une bataille mentale. Et c'est là où, et des fois, moi souvent, je suis assez bon sur ça. C'est là où des fois, j'arrive à prendre l'avantage sur mon coach, qui lui va peut-être plus écouter sa fatigue sur ce moment-là. Et c'est là où je prends l'ascendant, tu vois, parce que me suis quand même beaucoup entraîné dur. Ça a au moins cet avantage-là, c'est de développer une vraie force mentale. Et là, je vais me mettre dans le rouge. Par contre, je ferai pas cette séance de lutte tous les jours. Si je voulais faire de la lutte tous les jours, il y a des jours, je ferais juste que de la technique, que des trucs hyper légers, machin et tout ça. Mais voilà, si je faisais cette intensité-là tous les jours, je suis quasiment certain que il y a un moment, je vais me blesser. J'arrive au bout de mes questions, Greg, et de ce que je voulais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Hum, Là, ce que je recherche beaucoup aussi en ce moment, et c'est pareil, ça me demande beaucoup de remise en question et on va dire d'ouverture d'esprit, ce que j'essaie tout le temps de prôner, mais c'est pas toujours facile. C'est sur l'aspect souplesse, tu vois, assouplissement, amplitude et tout. Alors, il y a ce besoin, tu vois, d'amplitude dans certains sports comme le mien où tu as envie de mettre un coup de pied à la tête. Si t'arrives pas à monter ta jambe, t'arrives pas à monter ta jambe, même si tu as compris la technique, tu n'y arriveras pas. Et là, je fais pas mal de recherches et tu as toujours un camp qui dit non, la souplesse, c'est important, ça fait du bien et tout. Et un camp qui va dire non, il faut surtout pas faire d'assouplissement.
Et donc, il y a ce sujet-là, voilà, qu'on n'a pas vraiment abordé, mais sur lequel j'aurais pas encore. Ouais, non, mais j'avais pensé, et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Moi, je reviens. Mon avis sur le sujet, c'est que tu l'as très justement dit, il faut savoir s'écouter. Tu vois, moi, j'ai toujours été très peu souple. Quand j'étais gamin, je faisais de l'athlé, on s'étirait presque 45 minutes, 1 heure avant chaque séance. Moi, j'étais déjà raide, quoi. Franchement, les chevilles étaient déjà, ça bougeait pas, tout ça. Ça n'empêche pas que quand je m'étire, tous les jours, je fais 20-30 minutes, en passif surtout. Après, je fais pas mal de muscu, donc il y a pas mal de souplesse un peu active, on va dire. Mais bah, je sens que ça me fait du bien. Mais si je force trop les amplitudes, je sens que ça me fait du mal, quoi. Ça, je sens que ça me tire, je sens que c'est pas bon. Mais de me mobiliser, de tenir des positions tranquillement, en restant détendu, ça me fait du bien. Mais tu vois, le truc de la hanche, là, moi, pareil, j'ai pas trop de rotation interne. Et tu vois, si je sens que je force ça, je sens que ça me fait mal dans les hanches, donc je vais pas le faire. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus encore une fois une question de s'écouter, hein. C'est sûr que moins tu peux bouger, bah moins t'as mal, mais si tu bouges pas, si tu dois bouger, t'es foutu, quoi. Ouais. T'es complètement foutu. Et par contre, si tu veux être trop souple, tu vois, bah, Van Damme, c'est pareil, hein. Christophe, il en avait pas mal parlé. Van Damme, il avait les 2 hanches massacrées, tu vois. Hmm. Les hanches fusillées à vouloir justement avoir le grand écart, le grand écart, le grand écart. Tu sais, à forcer, comme tu as décrit au début du podcast. Et c'est pas bon non plus. En fait, moi, je suis assez adepte maintenant du bouquin, je le cite souvent, Facile d'Olivier Pourriol, où en fait, les choses se font soit facilement, tu vois, un peu trop, sans trop se mettre dans le rouge, ou soit, si tu dois vraiment forcer, forcer, forcer pour les avoir, c'est quand même mauvais signe, quoi. Tu sais, de forcer sa Ouais. nature, je sens que c'est pas bon signe. Et je le vois aussi bien bah, dans l'entrepreneuriat que dans le sport, où la muscu est devenue très populaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'acharnent. Et je vois que c'est pas pour eux, tu vois, je les vois faire, et toi, tu dois en voir pareil dans les sports de combat. Hmm. Ils sont là, ils veulent faire un coup de pied sauté, retourner à la Van Damme. Tu sens que c'est pas eux, quoi. Tu vois qu'il manque un Ouais. truc, il y est pas. Et d'autres gars, ils vont s'y mettre et paf, ça vient tout de suite, quoi. Oui. Et je pense que c'est un peu ça, c'est respecter sa nature, tout en ayant conscience que tout le monde peut pas faire la même chose, que tu peux pas faire la même chose que ton voisin, en fait, moi, je dis souvent, on est différents, mais assez semblables. Mais ces différences-là font qu'il y a des choses qui te sont naturelles et d'autres pas, en fait. Et quand c'est pas naturel pour toi, force pas trop le truc, parce que à forcer, 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 c'est comme ça que tu te niques, quoi. Tu vois, la hanche pour toi, moi, j'ai fait Hmm. beaucoup de squats, alors que j'aimais pas trop ça, je forçais, je forçais, je forçais. Puis bon, à un moment, tu sens que ça te fait que du mal, quoi, tu vois. Donc, Oui. moi, je suis plutôt pour, et ce bouquin a été un bon déclic que j'ai relu plusieurs fois, que je conseille souvent. Et quand tu lis, c'est vrai que bah, c'est un peu ça, en fait. Quand tu fais un truc, tu sens que c'est toi ou c'est pas toi. Si c'est pas Hmm. toi, le fais pas, quoi. Ou alors, Ouais. tranquille. Après, il y a des fois, il y en a des gens qui vont faire des choses parce qu'ils ont envie que ça devienne eux, quoi. Ouais, ouais, mais moi, c'est comme moi, je fais 1m95. Il y a un mec qui fait 1m80, il va faire 1m95, il fera pas 1m95, quoi. En fait, il Oui. peut faire tout ce qu'il veut, ou il a une configuration de hanche bien particulière, comme tu l'as dit. C'est bien décrit dans le bouquin Milo, aux Ouais. éditions Fort Trainer, où il montre les différentes configurations. Il en montre quelques-unes en tout cas. Et tu vois que tout le monde peut pas faire la même chose. Pareil, moi je vois des gars, comme je fais pas mal d'analyses morpho-anatomiques, articulaires, tout ça. Il y a des gens, ils bougent, mais incroyable, et d'autres, c'est des briques en fait. Et je leur demande, voilà, t'as des antécédents, tout ça, rien. Puis on fait un étirement, et puis je vois, ça débloque rien, quoi. Et tu te dis, putain, mais là, ça veut pas, ça veut pas. Euh, c'est bien d'être souple, à Ouais. condition que tu sois fait pour être souple. Si t'es pas fait pour ça, moi j'ai plutôt tendance avec les années à limiter l'amplitude plutôt qu'à toujours vouloir plus, 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 sauf si je fais léger, je m'étire doucement et voilà. Mais à forcer sur une amplitude, ça j'aime de moins en moins quand même. Mais là, moi, je fais des séances en ligne. C'était pour ma rééducation aussi avec un anglais sur une méthode qui s'appelle MAT, c'est Muscle Activation Technique, donc activation musculaire, technique d'activation musculaire, grosso modo. Et eux, ils sont très anti-stretch, tu vois. Donc, j'ai souvent des discussions avec le coach là-dessus où on n'est pas forcément toujours d'accord. Mais j'accepte, tu vois, ce qu'il me dit et je suis OK pour essayer de donner des tests. Et eux, c'est vraiment, euh, il faut activer les bons muscles. Souvent, c'est un défaut d'activation des muscles. Bien sûr, c'est un défaut de coordination. Ça Voilà. s'active pas au Et bon moment, au bon endroit quand il faut. c'est ça. Et quand tu n'arrives pas à aller dans une amplitude, c'est souvent que tu n'actives pas les bons muscles ou que tu n'arrives pas à les activer assez fort. Mais ils ont une approche euh, assez étrange en quelque sorte quand tu as un background comme ça de quelqu'un qui s'entraîne dur parce que alors normalement c'est plutôt des trucs pour les thérapeutes parce qu'il y a normalement il faut faire les choses avec des tests, stimuler les muscles manuellement et tout ça de la personne, mais tu vas chercher des angles ultra précis pour aller activer un muscle et c'est de l'isométrie de très très basse intensité, c'est-à-dire genre du 5%
de ta force à 5 à 10%, 7 à 8 secondes. Et pour essayer, en fait, de ne pas compenser faut vraiment essayer d'isoler, de sentir le muscle que tu es censé activer. Donc, plus tu vas chercher à mettre de la force, plus tu vas recruter un maximum de groupes. Tes points forts, tu vas recruter tes points Voilà. forts. Et donc là, c'est de l'intensité hyper basse intensité au niveau de l'isométrie. Et moi, ça a eu des bons résultats. Après, ce que je lui ai dit quand même, c'est qu'après l'opération de la hanche, j'avais quand même des douleurs, certaines douleurs. Il y avait des choses où la marche allait bien, mais j'avais certaines douleurs. Et quand j'ai fait ma consulte avec le chirurgien, il m'a dit bon continuez la muscu et surtout oubliez pas de vous étirer. Et dans ma tête, je me suis dit en fait pour l'instant, comme j'étais un peu dans cet univers de il faut pas s'étirer et tout, je m'étais pas du tout étiré. J'ai refait des séances d'étirement et tout, et là les douleurs elles sont envolées quoi. Ouais, mais moi j'ai souvent vu ça. C'était un peu à la base de mes formations sur la morphoanatomie où je dis souvent les gens ont des douleurs, ils s'étirent un petit peu et puis ça part tout de suite quoi. Tu sais, c'est pas bien compliqué. Tu fais un étirement du biceps et du pec et puis d'un coup bah voilà, c'est bon, ton épaule ça va. Alors que des fois tu complexifies le truc. Moi je pars souvent des étirements en fait quand quelqu'un a un problème. Quand je vois, je commence par ça, vois ce qui se passe. Si c'est pas ça, bah après je regarde plus activation dans un second temps, tu vois. Ouais, mais tu vois, cette méthode-là, Muscle Activation Technique, pour eux, ils trouvent que ça inhibe souvent l'activation du muscle. Bah oui, par rapport au récepteur, bien sûr, ça désactive un peu, mais bon. Et que ça peut t'emmener dans une amplitude que Alors ça, c'est ce qu'on te dit, voilà, qu'on contrôle pas, et donc t'amener à plus de blessures et tout ça. Bien sûr. Et de l'instabilité et compagnie. Je vois tout ça, mais bon, toi, je sais pas si t'es bien souple ou pas, mais aujourd'hui, mais moi, je suis pas très souple. Donc, avant, je fais des amplitudes où je suis mou, il va falloir se passer du temps quand même. Hein. Oui. Et là, ouais, l'idée, c'est d'avoir. Eux, ils sont vraiment sur l'aspect passif, en tout cas. Tu vas pas aller chercher les amplitudes de manière passive. Si tu es capable d'aller en actif sur une amplitude, grosso modo, si tu arrives à lever ton pied comme à la Jean-Claude Van Damme, mettre un kick à la tête et le tenir comme ça, c'est que tu as la tonicité pour. Et ça va aller. Par contre, d'aller faire l'écart au sol et de le tenir longtemps et tout, et de laisser les muscles se relâcher, ça, ils sont vraiment contre, quoi. Ouais, bah c'est un peu tous les débats souplesse, mobilité qu'il y a encore un peu en ce moment. Où effectivement, la force a l'air de protéger. Et la souplesse en tant que telle, toute seule, ne protège pas vraiment. Sauf si tu es raide comme un piquet. Et dans ce cas-là, ça va te faire un peu de bien. Et alors, juste pour terminer, c'est moi qui vais te poser une question. Donc, quand tu m'as envoyé l'email et tout, et je t'ai dit, et toi, comment ça va? Tu vois, moi, ça va. Je fais tout ce qu'il faut pour pas m'abîmer. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, pour pas t'abîmer? Franchement, j'en fais une tonne. Donc, je pense que ça surprend toujours beaucoup de personnes quand je dis, moi, je parle souvent avec mon père qui est sportif, tout ça, ou mon frère, tu vois, ils ont souvent des petites douleurs, des petits trucs, tout ça, et je leur dis souvent, mais qu'est-ce que tu fais pour pas avoir mal? Et ils me disent, bah rien. Tu vois, et souvent, ils ont cet automatisme de prendre du repos, de dire, bah, avec le repos, ça passe. Ouais, des fois, ça passe parce que forcément, au bout d'un moment, je veux dire, tes nocicepteurs s'endorment un peu, tu vois, tu les sollicites pas, tu fais rien, ils arrêtent de bouger. Après, ils perdent en capacité, mais c'est pas très grave. Et en fait, ce que je fais souvent, bah, c'est tous les matins, 20 à 30 minutes de mobilisation, étirement, massage. Donc ça, c'est après mon petit déjeuner, en général, une fois que j'ai bossé, que j'ai mangé. Ça, c'est tous les jours. Donc, je parlais des compléments, bah, j'en prends une tonne. Hein, comme j'ai ma marque Super Physique, collagène, j'y vais à fond. Les complexes, j'y vais aussi. Les oméga 3, je prends le double des doses, hein, franchement. La diète, tu vois, contrairement à toi, moi, comme tu l'as dit, c'est très facile, en fait. C'est très, très facile. Donc, je mange hyper sain. Je mange pas 1 kilo de légumes par jour, mais pas loin. L'huile de colza, l'huile d'olive. Pratiquement rien qui inflamme, tu vois. Pratiquement rien d'inflammatoire. Parfois un peu de viande. Et un peu de viande, c'est plutôt bien, je pense. Ensuite, quand je suis à la salle, donc je fais 3 séances de muscu, en fait, il y a déjà 20 ou 30 minutes où c'est justement un peu comme tu disais, de la souplesse active, tu vois. Donc, je te donne un exemple. Mon échauffement de ce matin, c'est donc je vais faire des rotations externes en R1, R2, R3 pour ceux à qui ça parle. Donc, coude au corps, coude levé dans tous les sens. Je vais faire du pullover, je vais faire des écartés couchés, je vais faire des rétractions scapulaires à la barre fixe, je vais faire des rétractions cervicales, je vais travailler un peu les avant-bras, et je vais faire des extensions nuque, du curl incliné, tu vois, léger, plein d'exercices en fait où je me renforce dans des amplitudes avec de la force.
Donc rien que ça, tu vois, pour beaucoup de personnes, et je me souviens quand je faisais des vidéos de mon entraînement, je me montrais en partie ça, et des gens me disaient, mais putain, mais c'est plus que mon entraînement. Bah ouais, parce que tu vois, il y a déjà 7 ou 8 exos où je fais 2-3 tours de, 15, 20, 25 reps, tu vois, où en fait, quand je finis ça, bah, je suis hyper bien, tu vois. Et même maintenant, dans le choix de mes exercices, je fais beaucoup d'exercices où bah, je contrôle beaucoup plus mes mouvements et où en fait, bah, tu vois, pareil, après j'ai fait du curl incliné ce matin, bah, je vais être en contrôle sur la phase négative, je vais rester en tension. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du tirage à un bras à la poulie haute. Pareil, je suis là, je décroche bien l'épaule. Je suis beaucoup plus appliqué. Et donc, quand je sors de ma séance, normalement, j'ai aucune mauvaise douleur. Si j'ai un petit truc, bah, je me dis qu'est-ce qui s'est passé. Et pareil, en fin de séance, tu vois, moi, je fais pas mal d'étirements encore en fin de séance. J'ai passé peut-être 10-15 minutes. Et notamment, ce que je rajoute depuis maintenant, bah, des années, je ne sais pas intéressant, ce matin, j'ai encore vraiment beaucoup d'attention, c'est toutes les décompressions du dos. Donc ça, à Mm. chaque fin de séance, je mets mon élastique, je décompresse le dos pendant 3, 4, 5 minutes, le temps de sentir une sensation de chaleur dans le bas du dos que ça me décompresse. Donc tu vois, j'en suis là. Donc là, ça veut dire que j'ai déjà fait, même quand je fais la muscu, tu vois, je me détruis pas vraiment. Parce que pareil, je force beaucoup moins qu'avant. Euh, je force beaucoup moins. Avant, j'étais à 12 sur 10. Là, je suis peut-être à 8 ou 9 sur 10. Mm. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, comme toi, j'ai acheté, moi, j'ai un sauna infrarouge. Ouais. J'ai Donc, un sauna, mais pas infrarouge. Mais... voilà, moi j'ai préféré l'acheter infrarouge. Donc, quand il fait, bah, là, il fait beau, donc je me fais peut-être un peu au soleil et ça va aller. Donc, mais s'il fait mauvais, bah, je vais me faire 20, 30 minutes sur infrarouge. Là, il fait chaud aussi, donc je ne le mets pas, mais une tenue de compression. J'aime bien ça Ouais, pour ça, la j'ai pas récup. testé. Ça, j'aime beaucoup. Tu vois, bah là, il fait chaud, donc je fais pas, sinon j'ai trop chaud. Mais tu mets ça et tu sens vraiment que ça te fait du bien, quoi. Vraiment, ça, je suis vraiment content. Le collant, le t-shirt, tout ça, Ouais, ça fait un parce bien. que toi, c'est la tenue, c'est pas le gros truc qui gonfle là et qui vient te. Non, non, non. Là, c'est vraiment. Bah, à l'époque, il y avait Under Armour qui faisait ça. Maintenant, c'est Skins qui fait pas mal ça aussi. Donc là, Ouais. j'ai acheté Skins et c'est très bien. Euh, Après, bah, dès que j'ai une douleur aussi, tout de suite, je la prends en main, tu vois. Ça, c'est un truc que je faisais pas avant. Mm. Donc, j'ai un pistolet de massage, j'ai ma balle de massage qui est toujours sortie. Donc, dès que j'ai un truc, puis pareil, après, l'aspect cardio a beaucoup évolué, hein. Aujourd'hui, je fais surtout du kayak et beaucoup moins de muscu. Mais je fais kayak 5 ou 6 séances par semaine. Donc, c'est un sport où il n'y a pas vraiment de phase négative. Donc, voilà, tu risques pas grand-chose. Il y a un peu le dos, il y a un peu de rotation. Ce que j'allais dire, le kayak, il y a de la rotation. Ouais, je pense que ça, il y a un peu d'usure. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je cours 2-3 fois par semaine aussi, tu vois. Donc, ça a changé aussi par rapport aux dernières années. Et puis, je vais marcher tous les jours avec mon chien. Donc, pareil, je marche un peu toute la journée. Je reste beaucoup moins longtemps assis qu'auparavant. Je sais pas pour toi, mais moi, avant, je pouvais rester Mm. 5-6 heures assis, écrire des articles à tout faire. Là, quand on va finir le podcast, je vais aller marcher un peu. Tu vois, je vais me dégourdir, faire peut-être un peu de mobilisation, ou, tu vois, faire un truc pour rebouger. Et je reste plus maintenant, allez, 1 heure et demie. Là, c'est la durée du podcast, mais 1 heure et demie assis, c'est le max. Et après, je bouge un peu pendant 15-20 minutes. Et bon, pareil, le sommeil, super, hein. Je me couche tous les jours presque à la même heure. Je me lève tous les jours à la même heure. Si je suis fatigué, pareil, je rajoute des siestes. Donc, c'est c'est le truc de Ouais. pouvoir bosser à son rythme. Moi, j'ai pas d'heure, je peux bosser tard le soir, ça me gêne pas trop. Mais si je suis fatigué, je vais m'allonger, je m'endors une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, hein, le temps qu'il faut, quoi. Donc, c'est Ouais. vrai qu'il y a plein de trucs que je fais. Et pareil, je fais beaucoup moins d'écart aussi alimentaire. Tu vois, même quand je vais au resto, je mange maintenant assez sain, tu vois. Je vais plus Mm. prendre un truc qui va m'inflammer. Donc, tu vois, tout est fait en fait pour vraiment récupérer. Là, je me tâtais à un moment, mais je pense pas le faire. C'est le caisson hyperbar. Ouais. Je vois que Jérôme en parle beaucoup. Je vois que les Chinois, ils en font pas mal. Les joueurs de foot en font pas mal, tout ça. C'est pas encore trop démocratisé, je trouve. C'est un peu compliqué, voilà, d'acheter ce que tu veux, tout ça. Et j'ai mon pote Jérôme de biomécanique, là, justement, qui est à Oui. Bali. Et lui, il en fait J'avais fait plein. un podcast avec lui, ouais. Bah, il en fait plein, lui, là. Ouais. Il est content. Il me fait marrer. Il trouve ça bien, du coup, ou pas? Ouais, c'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt, Ouais. je pense. Là, ça doit faire un mois qu'il teste. Mais tu vois, en fait, je fais 15 000 trucs pour pas avoir mal. Donc, c'est sûr que si demain, des fois, ça peut m'arriver de pas m'étirer pendant 2-3 jours, de pas faire grand-chose, juste m'entraîner, voilà. Et je suis un peu pressé, je vais sauter ci, ça. Bah là, j'ai des douleurs. Là, c'est sûr que. Et comme le disait Christophe Cario à l'époque, et ça nous ennuyait quand il disait ça. Mais il avait de l'expérience. Il disait, je sais plus quel âge il avait, il devait avoir 40 ou 45 ans à l'époque. Peut-être pas 45, mais 40. Et il disait, il faut autant d'entraînement de récupération que d'entraînement classique. Et donc il disait, bah, si on entraîne 1 heure, c'est 1 heure entre l'échauffement, la récup après, tout ça. Et c'est vrai qu'avec les années, bah, la récupération,
pour moi, elle est beaucoup plus active que passive. Le passif marche pas trop, quoi. C'est pour ça, quand j'écoute les podcasts où les mecs disent, ouais, bah, l'important, c'est le sommeil, tout ça. Non, mais bien sûr, mais quand tu fais déjà ça, qu'est-ce que tu fais de plus? Et donc, bah, tu vois, tout ce que je fais en plus. Pareil, j'ai un brassard infrarouge aussi. Si j'ai une douleur quelque part, je peux le mettre toute la journée, quoi. Ça me gêne pas. Mais ouais, en fait, puis pareil, pas trop de stress, tu vois, pas d'enfants, pas de, pas de soucis. Et donc, forcément, tu vois, et c'est fou, hein, tu vois, quand je dis tout ça, je me dis, putain, mais ça fait beaucoup quand même, hein. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup. Je pourrais en faire encore plus. Pareil, à un moment, je travaillais aussi tout ce qui était système respiratoire. Bon, j'ai laissé un peu tomber parce que ça faisait beaucoup. Mais à un moment, je voulais aussi, bah, là, je parlais du caisson hyper bar, mais pareil, essayer les tentes hypoxiques pour tester des trucs, tout ça. Mais bon, là, j'en suis pas encore là. Je me tâte un peu. Mais ouais, tu vois, tout ça. On se fait vite taper. Le biohacking, c'est assez séduisant, hein, toutes les trucs de Ouais. biohacking. Ça, quand on aime, déjà quand on est intéressé par l'entraînement, la longévité, qu'on est un peu geek sur les bords et tout, ouais, c'est assez séduisant. Moi, je sais que j'adore tester tous ces trucs-là, tu vois. Ouais, mais moi aussi, j'en teste plein. À un moment, j'ai testé le casque aussi. Je sais pas si t'as connu, ça s'appelait Halo, le casque Halo, Halo. Ouais, je vois, ouais. Voilà, donc moi, il me l'avait envoyé, j'avais testé tout ça, mais ça connectait pas bien. Et pareil, pour générer des ondes alpha un peu sur commande avant l'entraînement, pour que tu apprennes mieux, pour que tu sois vraiment dans les bonnes dispositions. Et sur le papier, c'était super, quoi. Mais ça marchait pas trop, quoi. Ça marchait pas Ouais. trop, ça se connecte pas bien, puis ils ont coulé, de toute façon. Donc voilà. Ce qui me fait Et- penser, c'est marrant là, ce que tu as dit sur ce que disait Cario, ça me fait penser à l'histoire il y a un très grand lutteur américain qui s'appelle John Smith, euh, qui, euh, qui est un des plus grands médaillés olympiques et tout ça, et, que j'adore. Et souvent, les lutteurs, ils sont complètement cassés, tu vois. Et lui, il expliquait justement qu'il s'entraînait beaucoup, mais que là où tous ses potes de l'équipe des États-Unis et tout, après l'entraînement, bah, il se barrait. Lui, il restait 1 heure à faire des étirements, des massages et tout ça, et à chaque entraînement. Et il dit, j'ai jamais loupé, j'ai jamais fait la concession sur ma récupération et tout. Et il s'est très peu blessé. Et aujourd'hui, il a plus de 50 balais et tu le vois sur des vidéos, il arrive encore à faire les techniques et tout. Là où la majorité des coachs de lutte qui sont des anciens champions et tout, ils sont tous gros et en méforme. ah ouais, mais ils arrivent même plus, ils arrivent même plus à bouger. Je me rappelle quand j'avais été m'entraîner aux États-Unis dans un camp de MMA, on avait un cours de lutte avec un entraîneur universitaire de lutte et tout. Et il y a une technique qui s'appelle le double leg où tu vas saisir les deux jambes Ouais, de l'autre. je vois. Voilà, et tu peux la faire la tête à l'extérieur, dans le vide, un petit peu contre les côtes de l'autre, ou tu peux la faire en percussion, où bah, ton front il rentre dans le nombril de l'autre, bam, et tu le percutes comme ça, mais tes cervicales, elles en prennent un bon coup, tu vois. Et il voulait que je le fasse comme ça. Moi, je le fais. Ça m'est arrivé de le faire une fois de temps en temps, mais c'est dans le feu de l'action où je réfléchis pas. J'évite de le faire. Et il voulait absolument que je le fasse comme ça. Je dis non, moi, je veux garder mes cervicales et tout. Et il me disait, oh, mais c'est pas grave. Il dit, bon, bah, moi, le mec ne pouvait plus tourner la tête. Il, il dit, bon, bah, moi, je l'ai fait toute ma vie. Et puis voilà, j'en suis pas mort et tout. Je me dis pas D'accord. non, mais je bouge plus. Et en fait, il ne peut plus tourner la tête. C'est-à-dire, il tourne son corps, mais il peut pas regarder sur le côté ni derrière lui, quoi. Et je lui dis, bah, désolé, moi, j'ai pas envie de terminer comme toi. Ah, il était pas content. Je fais, bon. Genre, il a trouvé que j'étais T'es précieux, Greg. voilà, j'étais précieux, tu vois. Précieux. Non, mais Donc, c'est vrai que, et il y a ça aussi qu'il faut dire, c'est que le mouvement, en fait, t'anesthésie un peu les nocicepteurs, tu vois. Tes récepteurs ouais, à la douleur, donc plus tu bouges, moins t'as mal aussi. Le pire, c'est de rien faire, hein. Pour moi, aujourd'hui, si je fais rien de rien, tu vois, le pire, c'est quand je vais à Paris pour donner des cours ou quoi, j'ai 4 heures de train, j'y vais un peu avant, j'ai de la voiture, tout ça. Oh là là, là, c'est sûr que tu sors, t'as envie de bouger dans tous les sens, tu sens que ça te tend tout, quoi. Tu vois, je sens que ah c'est oui. pas bon. Donc, quand je suis dans ma routine, en fait, je suis en béton, quoi. Vraiment, je fais pas le con et puis béton. Mais Mm. il suffit d'en sortir et puis d'avoir. C'est vrai que je comprends que beaucoup de gens ont mal partout parce qu'en fait, vu leurs habitudes, malheureusement, par rapport à leur vie, ben, c'est normal qu'ils aient mal, en fait. C'est normal. Ouais, moi, je me rends compte, tu vois, que j'ai cette habitude, comme j'ai longtemps été, je passais ma vie, ma journée dans mon club, bah, j'étais très peu assis, quoi. Je m'assois pour manger. Des fois, tu te fous un peu par terre à la fin d'un entraînement quand t'es crevé, tu discutes, tu récupères et tout. Mais sinon, tu vois, j'ai pas l'habitude de rester longtemps assis. Et donc,
quand je travaille à mon bureau et tout, je me rends compte que sans y penser, je trouve toujours une excuse pour me lever. Bah, bien sûr, ça rend fou. Et tu vois, là, pour moi, ça fait un moment, là, Et oui. trépigne. C'était mes podcasts où je restais le plus longtemps assis, tu vois. Mais sinon, je vais me servir un coup d'eau, je vais voir un truc, je vais machin. J'essaie de tout le temps. Enfin, je le fais naturellement, tu vois. Mais des fois, je me rends compte, je me dis, tiens, c'est marrant. Par rapport à elle, ma femme, elle a plus l'habitude de rester plus longtemps parce qu'elle a travaillé, elle travaille tout le temps à la maison maintenant, mais elle a quand même longtemps travaillé dans les bureaux et tout ça. Donc, tu te lèves moins, en fait, quand tu es dans les bureaux, tu vois. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, ça, c'est des choses importantes, effectivement, quoi. Bon, bah, génial. Merci d'avoir répondu à mes questions. Tu vois, même si c'est ton podcast, je voulais qu'on discute, savoir plus. Bon, Greg, où est-ce qu'on te retrouve alors? Dis-nous tout, pour ceux qui veulent savoir la suite de ta convalescence, de ton retour au pro. Eh ben, écoute, comme toujours, il y a mon site gregot.com, gregot.com. Après, je suis sur les réseaux, Gregot sur YouTube, Gregot sur Instagram. C'est là où je suis le plus. Et après, les gens quand est-ce qu'elle ouvre ta salle Neuros sur Bordeaux? Écoute, là, le 8 septembre, on fait l'inauguration le 6 et on ouvre le 8. Donc voilà, ça, je vais pas mal communiquer dessus aussi. Les gens vont voir, ça va être super, super stylé. Et j'ai hâte de proposer, parce que c'est moi qui suis en train de créer les concepts de cours, de prépa physique, de sac et tout ça. Je veux faire des choses un peu nouvelles et novatrices. Donc voilà, j'ai hâte de voir l'accueil des élèves sur tout ce travail que je suis en train d'effectuer, quoi. Bah, ça roule. Bah, merci de ton temps, Greg. Et puis, je vais aller bouger un peu. Ouais, moi aussi. Allez, salut à tous. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.